Et si les chiffres n'étaient pas de simples coïncidences, mais des messages destinés à nous guider? David Mogiel, expert en numérologie karmique et transgénérationnelle, nous aide à décrypter les signes cachés derrière les nombres qui rythment notre existence. De notre date de naissance aux synchronicités du quotidien, découvrons ensemble comment les nombres révèlent notre mission de vie et nous éclairent sur notre chemin. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres, sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Et si les chiffres étaient bien plus que de simples nombres? Et s'il s'agissait d'empreintes invisibles liées à un passé karmique et transgénérationnel, influençant nos choix, nos blocages et nos inspirations les plus profondes? Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de la numérologie karmique et transgénérationnelle, une science spirituelle qui révèle les blessures cachées de notre âme et nous guide sur le chemin d'une évolution se voulant transformatrice. Pour explorer cette fascinante cartographie du destin, nous avons le plaisir de recevoir un invité exceptionnel pour la première fois. Il nous vient tout droit de la Haute-Gaule, certains le connaissent déjà pour ses guidances et prédictions. Il est auteur et créateur de la méthode Chrysalide, une approche révolutionnaire qui va bien au-delà de la numérologie classique. Il propose depuis peu une formation ouverte à tous que nous avons eu le privilège d'effectuer avec Tamara sur cette même méthode inédite que nous allons développer tout au long de l'émission. Et surprise, il se peut que nous proposions pour la première fois des cadeaux pour ceux qui nous suivent jusqu'à la fin de cette entrevue. Et quand je dis cadeaux, ça vaut son pesant d'or, on ne s'est pas moqué de vous, croyez-moi. David Mogiel, bonjour et bienvenue pour la première fois sur notre humble espace médiatique. Bonjour et merci pour l'accueil et bonjour tout le monde. La numérologie, elle connaît. Ça fait d'ailleurs, entre autres, partie d'une des pratiques qu'elle exerce au quotidien avec ses patients. Elle est, je suppose, curieuse et munie d'une panoplie de questions relatives à cette nouvelle méthode. Tamara Biermann, bonjour. Salut Rudy, salut David. Effectivement, j'avais déjà une approche de la numérologie et j'ai été ravie, surprise, interrogative sur plein de choses en suivant ta formation. Donc je pense qu'on va avoir le temps durant cette émission de te soumettre à toutes nos questions et toutes nos interrogations. Merci de ta présence, David. Je suis là pour ça, merci pour l'accueil. Alors David, selon toi, il serait partout et nous parlerait du moins, indiquerait une voie plutôt qu'une autre et ce à tout moment et en toutes circonstances. Numéro de maison ou d'appartement, numéro de carte bancaire, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, sans compter les immanquables heures miroirs. Est-il réellement pertinent de rester à l'affût, j'ai envie de dire tout au moins dans l'observation et la compréhension de tous ces signes au quotidien selon toi? Rester à l'affût, oui et non, parce que je pars du principe que quand un chiffre doit nous parler, il apparaît devant nous, parfois à plusieurs reprises, parfois une seule fois au moment où on a besoin d'une réponse, d'un message. Le souci, c'est que si on reste trop à l'affût, on a parfois tendance à aller le chercher, le chiffre. Je pense par exemple aux heures. Inconsciemment, on va tourner la tête jusqu'à ce qu'on voit 13h13, 14h14. Je préfère en général que ce soit un petit peu impromptu, c'est-à-dire qu'on est occupé à se poser une question et puis apparaît un chiffre une fois, deux fois, trois fois sur un trajet par exemple, plaque d'immatriculation, je ne sais pas, un numéro de maison. Je trouve que c'est plus pertinent que d'aller le chercher en réalité. J'avais repris cet exemple avec Yannick Vérité, mais j'ai envie de te le redonner à nouveau. J'avais un ami qui était sur l'autoroute, qui a été pris d'une panique folle, parce qu'il avait une voiture qui restait devant lui et qui avait une plaque d'immatriculation avec marqué 666. La voiture d'après, identique, idem. Et la voiture d'après, encore une fois, la même chose. Il a vraiment fait des cauchemars toute la nuit. Est-ce que on se conditionne pas aussi quelque part avec ça? D'une part, on se conditionne, et puis il y a des croyances populaires, parce que si dans le livre de l'Apocalypse, il est bien écrit que le 666, c'est le chiffre de l'homme, certains ésotéristes partent plutôt du principe que c'est un chiffre sacré. Et c'est vrai qu'en partant de l'idée que c'est le chiffre du diable, ben les gens peuvent se dire, je l'ai vu, je vais avoir un malheur, ou il va m'arriver quelque chose, et de fait faire des cauchemars. Mais le 666 n'est pas un chiffre négatif en soi à la base. En fait, il est négatif quand un des 3 6 est inversé. Donc quand c'est 696 par exemple ou 669. Pourquoi? Parce que dans la symbolique du 666, le premier chiffre symbolise l'homme créateur. Parce que dans la numérologie, le 6 c'est non seulement les racines mais aussi la création. Le deuxième 6 symbolise la boussole, donc le champ magnétique terrestre. Et le troisième 6 symbolise l'univers.
Mais quand il y en a un des trois qui est décalé en 9, en général, ça crée un déséquilibre, une disharmonie, et cette disharmonie devient négative dans le sens strict du terme. La numérologie, est-ce que ça peut nous servir au quotidien pour ce qui est des relations humaines, des relations professionnelles, des relations sociétales, des relations classiques, typiques du quotidien? Je suis tombé dedans un peu par hasard, parce qu'à la base, je suis médium. Et c'est au cours de formation que les chiffres ont commencé à me parler. Je donnais des formations et puis petit à petit, j'ai commencé à recevoir des informations sur les chiffres de manière médiumnique. Et puis j'ai étudié longtemps sur des personnes qui venaient face à moi et j'ai observé énormément de similarités avec les personnes qui étaient tous nées, par exemple, le mois d'octobre ou qui avaient toutes, par exemple, à 24 dans leur thème. Et au fil des années, j'ai observé que effectivement, ça permet au quotidien d'un petit peu mieux comprendre son fonctionnement, d'un petit peu mieux comprendre les jours qui peuvent être bénéfiques ou un peu moins bénéfiques pour nous, d'un petit peu mieux comprendre notre rapport à la vie, à l'argent, au travail, etc. Quand on creuse un petit peu, c'est vraiment, que ce soit la numérologie traditionnelle ou la numérologie que j'ai conçue, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça permet de décoder presque autant, j'ai envie de dire, qu'un thème astrologique. Pourquoi? Parce que les planètes vont nous parler par rapport à leur position au moment de notre naissance, mais les chiffres, ils vont nous suivre du moment où on est, au moment où on meurt, et ils vont traduire énormément de difficultés, de facilité, de blocage, de peur, de facilité dans les relations ou pas, de comment faire que cette relation fonctionne correctement ou pas, qu'est-ce que l'un a apporté à l'autre. Donc oui, pour répondre à ta question, 100% oui. Tu parlais de ta médiumnité. Est-ce que pour toi, les chiffres sont aussi un langage universel? Parce qu'on va le voir aussi pendant l'émission, hein, par rapport à une date de naissance, par exemple, ou par rapport à des chiffres, effectivement, qui peuvent revenir de façon très récurrente de notre vie. Tu nous apprends aussi dans la formation à décoder un petit peu la plaque d'immatriculation, l'adresse postale, différents supports qui sont présents dans notre vie et qu'il n'y a peut-être pas de hasard, hein, c'est ce que tu nous souffles aussi à l'oreille, il y a des hasards nulle part. Au-delà de ça, avec l'exemple que nous donnait Rudy, par exemple, sur la route, ou un numéro qui revient comme ça de façon très très récurrent dans la vie, est-ce que tu considères aussi que c'est un langage ou que c'est un code, un moyen aussi pour l'univers, pour les guides, pour l'âme de continuer à nous parler pendant l'incarnation? Très brièvement, oui, tout à fait. C'est un moyen de communiquer avec le subtil, mais aussi de communiquer avec soi, parce qu'il y a le principe de l'énergie qui va rayonner et qui va aller chercher, on va dire, une énergie similaire pour pouvoir obtenir un message, obtenir une certitude, obtenir une guidance. Et donc oui, que ce soit les plaques d'immatriculation, comme je le disais, beaucoup de gens vont observer que, par exemple, ils sont suivis par des 7, par des 117, par des 4, par des 8. Et en fait, beaucoup de gens parmi les gens que moi j'ai pu accompagner ont remarqué qu'aussitôt qu'ils comprennent le message du 4, du 8, du 117, etc., ben, ces chiffres-là font place à des nouveaux chiffres qui vont permettre à la personne d'avancer, d'évoluer, de continuer son petit bonhomme de chemin finalement. Je fais une petite parenthèse, Tamara, pour préciser à notre audience, parce qu'on est toujours en toute transparence, qu'on a enfin collaboré avec un sponsor et que cette vidéo, donc cette interview, cette entrevue est sponsorisée. Et on a des cadeaux, encore une fois, pour vous. On vous invite à rester jusqu'à la fin de l'entrevue. On remercie les éditions Très Daniel et le nouveau site qu'ils ont sorti, la plateforme Formation Très Daniel, qui d'ailleurs t'a donné ta chance en te mettant sur leur catalogue. Et j'ai envie de dire que c'est une des formations qui marche le plus. On reviendra dessus. On mettra toutes les informations en description. On donnera plus d'infos par la suite. Restez jusqu'à la fin, il y aura aussi de gros cadeaux. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de la méthode que tu as inventée. Quelque part, tu en es le précurseur, hein, la méthode Chrysalide. Oui, c'est mon bébé. Tu as développé cette méthode après des décennies d'exploration spirituelle. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter comment ton parcours t'a amené à créer cette approche unique déjà dans un premier temps? À 12 ans, j'ai eu la chance. Aujourd'hui, je considère ça comme une chance, même si à l'époque, ça m'a perturbé. Je fête mes 50 ans dans quelques mois, donc ça fait un petit paquet de temps quand même. D'assister à une séance de spiritisme avec mes parents. Ils m'ont amené à une séance de spiritisme et ça m'a ouvert les portes. J'ai commencé à lire beaucoup, à étudier beaucoup, mais sans vraiment avoir ni de ressenti, ni pratiquer quoi que ce soit. Il y a 18 ans, alors que je me suis fait opérer d'une tumeur, j'ai fait une expérience de mort imminente. À l'issue de cette expérience de mort imminente, j'ai commencé à avoir des flashs, des visions, qui se confirmaient quasi dans 100% des cas. Des visions parfois un peu futiles d'apparence, mais qui m'interrogeaient énormément. Alors j'ai commencé à étudier le tarot, j'ai commencé à étudier aussi la démonologie, pour une raison bien particulière qui est que il faut toujours connaître son ennemi en quelque sorte. J'ai
commencé vraiment à plonger dedans à cet âge-là. Et après 2 ans d'études du tarot, vers 20 ans plus ou moins, j'ai commencé à le pratiquer. Et je le pratiquais partout où j'allais. Je l'avais toujours sur moi, toujours dans ma poche. Petit à petit, j'ai commencé à avoir d'autres capacités qui se sont réveillées. Notamment, je faisais de l'écriture automatique, à tel point que il m'arrivait même en écriture automatique de recevoir un numéro de téléphone d'une personne que je connaissais pas. Ça m'a énormément interrogé à l'époque. Ça m'a énormément perturbé aussi parce que la première question, c'est je suis complètement fou. Et pourquoi moi? C'était la deuxième question. Petit à petit, j'ai été voir nombre de médiums, de voyants pour essayer de comprendre. Et au fil du temps, les capacités se sont développées jusqu'à ne plus avoir besoin de support. Donc, je pratiquais en médiumnité pure. Je pratique toujours en médiumnité pure. Autrement dit, j'ai pas forcément besoin de tarot, de pendule ou de runes pour pratiquer. J'aime bien me connecter aux personnes que je reçois avec les chiffres, avec la date de naissance. Et au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un petit peu à m'interroger pourquoi les gens venaient toujours à me poser les mêmes questions quand je faisais de la voyance. Ils me donnaient souvent des retours positifs en disant ça s'est bien passé, mais est-ce que tu es bien sûr de ce que tu as dit pour la suite? Est-ce que tu es sûr que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu es sûr que je vais changer de travail? Et certaines personnes, à l'époque, j'avais commencé à proposer mes services sur auféminin.com. Je répondais à plusieurs dizaines de questions par jour. De fil en aiguille, on a commencé à me demander des prestations un peu plus poussées. J'en ai proposé sur eBay. J'étais un des premiers à proposer des voyances sur eBay. Et je disais toujours à ma compagne, je comprends pas, je leur donne tout ce qu'il faut, j'essaie de leur donner toutes les infos nécessaires pour qu'ils puissent se réaliser. Et ils arrivent encore à m'appeler 3 fois par jour pour savoir si je suis sûr de ce que j'ai dit. Il y a une certaine dépendance qui s'installe. Une certaine dépendance. Et je lui ai dit à l'époque, on était en 2005, 2006, comment est-ce que je peux faire pour couper cette dépendance? Et de là est née la méthode Chrysalide. Alors la méthode Chrysalide, elle a mis quelques années à se développer et elle se développe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la schématiser, pour la métaphoriser, c'est une grosse boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des tournevis, des marteaux, des scies à onglets, des scies. Et en fait, ces outils, j'ai été les acquérir. Donc j'ai étudié certaines formes de thérapie, j'ai étudié l'hypnose, la PNL, j'ai étudié la communication non violente, enfin j'ai étudié pas mal de choses. Et parallèlement, j'ai reçu beaucoup d'informations aussi, comme je le disais, de manière médiumnique, notamment la numérologie. Donc la numérologie, c'est le levier en fait de la méthode Chrysalide. Pourquoi? À l'époque, je l'enseignais, la méthode Chrysalide, je ne le fais plus maintenant. Et elle est très, très longue à enseigner. Mais certaines personnes n'avaient pas la capacité médiumnique permettant d'obtenir toutes les informations que la méthode requiert. Et donc, de fait, j'ai commencé à recevoir l'information pour les chiffres et ces informations permettent de pratiquer la méthode sans avoir forcément de capacité médiumnique. Alors, pour la résumer, la méthode Chrysalide, c'est l'utilisation de mes outils, notamment, mais aussi tout ce qui est étude de vie antérieure, que je n'appelle plus aujourd'hui vie antérieure, mais processus d'incarnation. Parce que pour moi, la linéarité du temps, et certains invités, je pense, en ont parlé sur la chaîne, mais la linéarité du temps n'existe pas, donc il n'y a pas de retour en arrière. Et je travaille aussi sur tout ce qui est blocage, peur, blessure, influence transgénérationnelle, et je travaille essentiellement, pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, je travaille beaucoup avec des thérapeutes qui se cherchent, des thérapeutes qui veulent développer des nouvelles compétences, qui veulent comprendre leurs capacités. C'est à peu près 80% de ma patientèle aujourd'hui, et puis je fais des soins énergétiques, et en fait, je crée toutes mes méthodes de travail. C'est-à-dire que je ne fais absolument rien qu'on peut trouver ailleurs, on va dire ça comme ça. En fait, je déteste quand les autres font des choses que je fais aussi, parce que j'ai l'impression de ne pas sortir du lot. C'est peut-être le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas. Et du coup, je crée toutes mes méthodes de travail, au niveau énergétique, au niveau soins, au niveau des consultations, au niveau des prestations que je propose. Ouais, tu es précurseur. Alors, quelle est la grande différence entre la numérologie classique, la numérologie karmique et transgénérationnelle que tu proposes? Je l'avais appelée numérologie chrysalide parce que elle correspond, enfin, elle est, comme je disais, le levier de la méthode Chrysalide. Il n'y a pas de différence en soi, c'est qu'elle est complémentaire. C'est-à-dire qu'elle peut s'utiliser indépendamment des autres numérologies, mais elle va aussi apporter des pistes de réflexion, des pistes de compréhension, des informations que les autres numérologies ne proposent pas. Alors, d'une part, il y a très peu de numérologues, j'en connais qu'une aujourd'hui, c'est Alexandra Gabriel, qui prend le zéro en compte. Oui, c'est vrai ça. Le zéro n'est jamais vraiment utilisé en numérologie. Or, s'il existe, c'est qu'il a quelque chose à dire. La deuxième révolution, entre guillemets, c'est que la numérologie traditionnelle va se limiter à additionner les chiffres pour obtenir
le chemin de vie notamment. La numérologie chrysalide, enfin la numérologie karmique et transgénérationnelle, elle va aussi les soustraire et les diviser. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'aller chercher les processus inconscients. Ça fait plus de 30 ans que j'étudie tout ce qui est inconscient, tout ce qui est fonctionnement humain, et je trouvais intéressant et pertinent, alors une fois de plus j'ai reçu ça médiumniquement, mais je trouvais ça pertinent et intéressant de le développer, parce que nous avons tous des processus conscients et des processus inconscients. Mais ces processus inconscients, pour les déterminer, il faut aller chercher ce que j'appelle les chiffres cachés. Les chiffres cachés, par exemple, tu es né le 8, mais tu as 2 fois 4 dans le 8. Et donc, le 4 va donner des informations sur certains processus inconscients. Et ça va permettre, en fait, d'amplifier le travail numérologique avec la numérologie traditionnelle. Mais comme je le disais, on peut aussi l'employer de manière tout à fait indépendante. Oui, alors tu le disais, c'est une mallette à outils qui permet aussi de gagner en autonomie. Hein. C'est aussi dans cette vocation-là que tu l'as construite pour couper court justement à cette notion d'un petit peu de dépendance. Est-ce que tu dirais que cette pratique peut se proposer aussi à des gens qui sont déjà praticiens? Je pense justement notamment à tous les thérapeutes, tous les coachs, tous les accompagnants. Est-ce que cette pratique peut enrichir leur panel d'outils? Est-ce qu'ils peuvent le mettre au service d'autres personnes qu'eux-mêmes? J'enseigne beaucoup. Et comme je le disais, énormément de praticiens viennent à mes formations. Maintenant, il y a une chose que j'observe, et c'est normal. Tu peux être praticien depuis 30 ans comme moi, et avoir toujours des choses à travailler, donc ça reste toujours intéressant d'obtenir des outils pour soi. J'en ai besoin aussi de temps à autre. Et une fois que toi, tu acquiers l'outil, tu peux évidemment l'utiliser pour aider d'autres personnes, que ce soit des amis, des membres de ta famille, des patients, des clients, peu importe. Donc le but, c'est vraiment d'apporter des outils complémentaires et peut-être un peu différents qui vont permettre d'aller chercher des choses que d'autres outils ne permettent pas. Et que qu'on soit praticien ou pas. Maintenant, c'est vrai que par la force des choses, j'ai commencé à avoir de plus en plus de praticiens qui sont venus me consulter. Et de fait, oui, aujourd'hui, je forme certains praticiens à des méthodes qu'ils peuvent employer dans leur cabinet ou dans leur pratique au quotidien. Oui. Alors les nombres révèlent des blessures karmiques et transgénérationnelles que nous portons en nous. Est-ce qu'on peut avoir des petits exemples là? Oui, on peut. Des blessures, des peurs, j'en ai relevé pas loin de 40, voire 50, peut-être même plus. Je vais donner un exemple. La numérologie chrysalide, elle va distinguer la vie en 3 parties et puis des cycles de vie aussi. Alors le jour de naissance va symboliser en fait ce qu'on ramène de vies différentes, de vies passées. Le mois de naissance, je l'ai appelé le karma gouvernant, parce qu'en fait il va nous guider tout au long de notre vie, de manière un peu différente pour chaque personne qui est née durant le même mois, simplement parce qu'il y a d'autres chiffres autour, mais aussi parce qu'une personne qui est née le 11 octobre à telle heure a d'autres planètes dans son signe qu'une personne qui est née le 11 octobre à une autre heure, par exemple. Donc c'est le même principe qu'en astrologie. Et puis l'année de naissance, c'est ce qu'on prépare pour la prochaine incarnation. Alors ça, c'est très schématisé, très résumé. Le 9, par exemple, il va amener en fait ce que j'appelle une blessure d'isolement. La blessure d'isolement, elle peut être issue en fait d'une incarnation au cours de laquelle l'âme a souffert de l'isolement, va revenir ici dans cette incarnation avec cette peur de l'isolement, voire de la solitude, et va devoir la travailler pour pouvoir la surpasser, la dépasser et avancer, évoluer. Ça, c'est le chiffre 9. Le chiffre 3, par exemple, qu'on retrouve 3 fois dans le 9, par contre, parle de sacrifice. Alors, je le dis toujours, c'est le chiffre du cœur, parce que quand on prend les bras pour faire un câlin à quelqu'un, on a les 2 bras qui forment les parties supérieures du 3 et puis l'énergie du cœur qui forme la barre centrale. Et quand on fait un cœur, d'ailleurs, sur les réseaux ou sur un PC, on fait Alt 3. Et c'est pas anodin, c'est pas un hasard. Et le chiffre 3, c'est le sacrifice, c'est-à-dire la personne qui porte une blessure d'amour, qu'elle soit karmique ou transgénérationnelle, ou expérientielle, c'est-à-dire que, de par leur expérience de vie, elles ont malheureusement développé cette blessure, eh bien, elles vont avoir tendance à se sacrifier en pensant que je serai plus aimé si je me sacrifie pour la personne. Je materne, je protège, je fais tout pour elle, je me laisse au second plan pour la faire passer au premier plan. Voilà, c'est quelques exemples comme ça. C'est valable avec tous les chiffres. Il y a des peurs et blessures différentes. Parfois, ça se retrouve. Par exemple, le 1, c'est une blessure d'indépendance, donc une personne qui va rechercher plus d'indépendance et d'autonomie au cours de sa vie. Mais le 10, c'est 1 plus 0, donc ça fait 1 aussi.
Donc on peut retrouver un petit peu cette blessure d'indépendance dans le 10. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens qui sont nés, bon, ils seraient jeunes, hein, mais ils peuvent nous écouter. On a eu des cas, d'ailleurs, des gens qui sont venus m'aborder dans la rue et qui étaient très jeunes, hein, qui avaient suivi nos émissions. Si je suis né le 11 décembre 2011, on entre dans quel cas cette fois-ci? Dans ce que j'appelle un conflit d'incarnation. 11-11-2011. On est aussi dans un chiffre récurrent, n'est-ce pas? On est dans un chiffre récurrent, mais un conflit d'incarnation. C'est quoi le conflit d'incarnation? C'est quand en fait deux chiffres vont avoir une symbolique opposée, une signification opposée. Par exemple, le 1 dans le mois de décembre, la signification du premier 1, c'est tout ce qui touche justement à une recherche de liberté, d'autonomie, d'indépendance. À l'inverse, le 2, c'est tout ce qui touche aux dépendances. Donc, il y a d'un côté l'autonomie, l'indépendance, et de l'autre côté la dépendance. Donc là, il y a une opposition que la personne va devoir travailler. Avec ces chiffres récurrents, qu'est-ce qui se passe? Je parlais des 3 tiers de vie qui durent à peu près 30 ans, quel que soit l'âge de la durée de vie. Qu'on meurt à 60 ans, à 90 ans, le tiers de vie dure 30 ans. Et si on décède malheureusement à 60 ans, ben on n'aura accompli que 2 tiers de vie, et le troisième, ben ce sera pour une prochaine. Le premier tiers de vie, c'est 11. La dernière partie du dernier tiers de vie, 2011, ben c'est 11 aussi. Ça veut dire que la personne va être face au même genre de situation durant ses 30 premières années de vie que durant ces à peu près 15 dernières années de vie. Pourquoi 15? Parce que 2011, il y a 4 chiffres. Chaque chiffre représente à peu près 7 ans et demi. Donc, quand on a les 2 derniers chiffres, ça veut dire que les 15 dernières années vont reproposer les mêmes situations de vie que la personne a vécues durant son premier tiers de vie, différemment. Peut-être pour lui permettre de prendre conscience qu'elle les a réglées ou pas, ou pour pouvoir les régler définitivement avant qu'elles ne partent. Voilà, donc cette récurrence va amener en fait une nouvelle proposition de régler ce qui doit être réglé. Waouh. Je prenais cet exemple pour mettre en exergue la récurrence des nombres et des chiffres, mais je suis né le 11 décembre, alors on donnera nos dates respectives, moi et Tamara, on fera un petit exercice pratique en fin d'année. Bon, ça veut dire qu'en gros, parce que moi mes 30 premières années elles étaient assez éprouvantes, en fin de vie ça va pas être tout confort pour moi. Ok, super. Faudra voir dans les détails. Et ça me fait penser à une question, justement, nous on a fait partie de ceux qui ont vécu un changement de siècle et de millénaire. Est-ce que ça fait une grosse différence justement dans l'interprétation, dans la lecture de ce que tu peux observer toi dans tes consultations entre les gens qui sont nés en 1900 et ceux qui sont nés en 2000? Chaque siècle porte un karma spécifique, chaque année porte un karma spécifique. Cette année, c'est le karma du 9. Chaque année, pourquoi? Parce que 2025, c'est 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Chaque mois porte un karma spécifique. Chaque jour même porte un karma spécifique. Le XXe siècle, donc les années 1900, sont des années où en fait il y a aussi une sorte d'opposition entre le 1 et le 9. Pourquoi? Parce que le 1 va ouvrir le cycle et le 9 va le fermer. Ça traduit souvent une recherche de sécurité. C'est le siècle, et probablement que vous avez connu ça, des parents qui entamaient une carrière à 20 ans et finissaient au même endroit leur carrière à 60-65 ans. Ils avaient besoin de sécurité. Et quand, moi je l'ai connu en tout cas, j'ai voulu, après avoir travaillé longtemps dans des bureaux et ne pas trouver ma place, me lancer dans ce que je voulais faire, mes parents s'inquiétaient parce que c'était pas sécurisant, parce que c'était mis au bureau. Et ça, c'est le XXe siècle. Recherche de sécurité, peut-être parce qu'il y a eu de grosses guerres, même d'autres guerres aussi qui suivaient, peut-être simplement parce qu'il y a cette sorte de boucle entre le 1 et le 9. Et puis après, le XXe siècle, on est plutôt dans le chiffre 2. Alors, c'est un chiffre qui touche aux dépendances dans la numérologie que j'ai conçue. Les dépendances, c'est-à-dire pas que les addictions, mais tout ce à quoi la personne dépend, de quoi elle ne sait pas ou elle ne peut pas se distancier, que ce soit des dépendances à l'alimentation, au sport, par exemple au travail ou ce genre de choses. Mais c'est aussi le chiffre dans la numérologie traditionnelle de la collaboration, de la communication. Donc inévitablement, le 21e siècle va être plus basé sur des personnes qui, une fois qu'elles commencent à se révéler, se manifester, seront plutôt en recherche de collaboration plutôt que d'être imposées tout le temps. C'est-à-dire qu'elles préféreront, par exemple, des gouvernements, et ça tend à changer petit à petit, qui proposent éventuellement un référendum, plutôt qu'un gouvernement qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il y a une vraie différence. Maintenant, on voit un peu les adultes qui commencent à apparaître, les adultes qui sont nés à partir de 2000. On voit qu'il y a quand même une vraie différence, et puis c'est quand même eux qui sont quand même occupés à, on va dire, à amorcer le changement qu'on est occupé à vivre, notamment parce que Pluton est en Verseau, et aussi parce que
le siècle a changé et le millénaire a changé. Donc oui, il y a une vraie différence. 2025, c'est une année 9, effectivement, et beaucoup de numérologues parlent d'accomplissement, de boucler la boucle. Toi, tu avais une vision différente là tout à l'heure sur le numéro 9. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Beaucoup de numérologues et de médiums parlent de fin de cycle. C'est pas une fin de cycle, c'est une clôture de cycle. Je fais la différence et la distinction. Pourquoi ? Qui parle de fin de cycle veut dire ça va se clôturer automatiquement. Qui parle de clôture de cycle dit il va falloir travailler sur vraiment tout ce qu'il faut travailler maintenant pour pouvoir le clôturer avant de passer à l'année 2026 qui sera une année 1. Autrement dit, si je suis conscient ou si une personne m'aide à prendre conscience que depuis autant d'années, je suis dans un schéma récurrent et qu'il faut que j'en sorte, c'est l'année idéale pour ce faire. Si ce n'est pas fait maintenant, c'est reparti pour 9 ans. Ah. Et à la prochaine année 9, c'est-à-dire 2034, me semble-t-il, les situations vont se proposer pour pouvoir clôturer ce cycle définitivement. En termes internationaux, c'est une année où beaucoup de changements s'amorcent. Ils n'auront pas forcément lieu en 2025, mais ils vont s'amorcer, notamment des changements de paradigme politique, des changements de paradigme par rapport à tout ce qui touche à la société, c'est-à-dire la manière dont les gens travaillent, la manière dont ils gèrent ou utilisent l'argent, ou ils considèrent l'argent, la manière dont ils vivent leurs relations. Maintenant, ça s'amorce, ça ne va pas se clôturer forcément durant 2025. Tout ce qui est amorcé aujourd'hui, en 2025, va prendre sa continuité pendant les 9 prochaines années, avec chaque fois l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, etc., qui vont proposer de nouvelles énergies pour pouvoir y travailler. L'année 1 va permettre de se libérer de tout ce qui nous empêche de nous sentir bien, de nous sentir à notre place, de nous sentir respectés, par exemple, par nos autorités. L'année 2 va permettre de trouver des moyens pour mieux collaborer. L'année 3 va permettre peut-être de révéler certaines passions, des passions qui sont là et qu'on n'a jamais vraiment exprimées. L'année 4, elle va permettre de travailler sur tout ce qui est... tout ça a été expliqué dans ma formation aussi, pas dans cette forme-là, mais c'est expliqué. L'année 4, elle va te permettre de travailler sur tout ce qui est influence transgénérationnelle. Le 4, c'est le chiffre de la famille. L'année 5 va te permettre de transformer les situations dans lesquelles on ne se sent pas forcément à notre place, les transformer, c'est-à-dire, entre guillemets, transformer le plomb en or, alchimiser un petit peu sa vie. Ça me pèse, ça va pas. J'essaie d'en tirer parti, de trouver les solutions qui me permettent de sortir de ce côté pesant. L'année 6 va permettre de créer, le 6 c'est le chiffre des artistes, comme je l'ai appelé, va permettre de créer une nouvelle vie, de réamorcer une vie dans laquelle on se sent bien. L'année 7 est plutôt introspective. C'est-à-dire qu'on va plutôt être dans la réflexion plutôt que dans l'action, on va réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. L'année 8, c'est plutôt une année au cours de laquelle on va rechercher un nouvel équilibre. C'est-à-dire, je cherche un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, par exemple. Et l'année 9 dans laquelle on est, comme je le disais... Mais tout ça, si je ne m'abuse, si on loupe pas le coche en 2025. Si on amorce au minimum, parce qu'on n'est pas obligé de tout réaliser, mais il ne faut pas louper le coche, effectivement. Il faut amorcer les prises de conscience au minimum de ce qu'on veut changer dans notre vie, ce qu'on veut clôturer. Et parfois, il faut se faire accompagner parce que tout n'est pas toujours conscient. Et si c'est déjà conscientisé, il vaut mieux commencer à prendre... les devants et à mettre les actions en place pour pouvoir clôturer ce qui doit l'être. Et est-ce qu'on peut associer justement une année avec un pays ? Ce que ce pays a à vivre, ce que ce pays va vivre durant cette année-là ? Si on vit dans ce pays, on a une influence directe du pays sur nous, oui. Si on ne vit pas forcément dans ce pays, non. Et comment est-ce qu'on peut transformer un pays en chiffres ? Tu le mentionnes en formation, mais c'est pour que tu puisses nous amener aussi à comprendre. Il faut connaître la date de l'indépendance du pays. Ah ouais. Quand on connaît la date de l'indépendance du pays, on peut faire son thème astral. Alors moi, je suis pas astrologue, mais on peut faire son thème astral comme on peut faire sa numérologie. Et on peut savoir que, si je me trompe pas, les États-Unis, c'est le 4 juillet 1700, je ne sais plus l'année précise, 89, il me semble. Si on prend 4 juillet 1789, on arrive sur... c'est un pays neuf, justement. C'est un pays qui, dans une année 9, comme aujourd'hui, enfin comme cette année, va précisément travailler sur tout ce qui concerne les changements majeurs. Donc tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, on va essayer de le modifier pour pouvoir passer à quelque chose qui fonctionne. C'est peut-être pour ça aussi que
Trump est revenu au pouvoir. Hmm. Alors ici, je fais pas de politique parce que je suis complètement apolitique, hein, donc je suis pas partisan d'une personne ou d'une autre. Et ce pays va exercer une influence sur ses habitants. Comment? Avec l'énergie du neuf. Ce seront des habitants qui seront toujours dans euh, la recherche de mouvement pour essayer de ne pas rester ancrés dans des situations qui ne leur conviennent pas. Intéressant. Eh ben oui, et est-ce que alors tu parlais aussi dans la formation par exemple d'un numéro de téléphone et de ne pas exclure l'indicatif du pays. Est-ce que là aussi ça peut être une piste pour avoir une grille de lecture sur le pays associée peut-être avec une date? Est-ce que tu peux faire aussi ce lien-là? Le numéro de téléphone, il va traduire son rapport à la communication, aux relations ou au travail si c'est un numéro professionnel, la manière dont on interagit avec les autres. Les interactions ne sont pas pareilles qu'on vive en France ou qu'on vive en Asie, parce qu'il y a des codes sociaux différents, par exemple. Donc oui, l'indicatif, par exemple, en Belgique, c'est 32, 0032. Le 5, c'est le chiffre de la transformation. Donc, c'est une communication qui va peut-être être relativement changeante, qui ne va pas toujours être la même. Après, ça dépend du numéro de téléphone aussi. Si j'invente un numéro de téléphone belge, je prends toujours des notes pour l'avoir devant les yeux. On a le 32 et je vais prendre un numéro au hasard de portable. Alors, avec un numéro de portable, on a... Bon, je prends mon numéro de téléphone que je vais pas divulguer à l'antenne, bien qu'il soit partout sur Google, mais si je prends mon numéro de téléphone avec l'indicatif du pays qui est 32, j'obtiens au final le chiffre, je l'avais calculé, 29, 31, 32, 29 plus 32, 61, j'obtiens le chiffre 7. Alors le 7, c'est donc le chiffre de l'introspection, de la réflexion notamment, pas que. Et donc ça veut dire que la communication va souvent être très réfléchie, très mûrie, elle ne va pas être trop spontanée, elle va parfois manquer un petit peu de spontanéité, donc de piment aussi, elle va parfois être un peu calculée. Donc il faut parfois faire attention à ce genre d'informations pour pouvoir communiquer avec des personnes, parce qu'on ne parle pas de la même manière à un ami, qu'à un parent, qu'à un patron. Et c'est important de connaître, on va dire, l'influence numérique de son numéro de téléphone sur la communication. Notre portail de naissance, tu parlais d'astrologie, mais l'heure de naissance? L'heure de naissance et l'heure de la mort vont donner beaucoup d'informations. La date et l'heure de naissance vont permettre de travailler en fait sur tout ce qui est karma caché. Alors les karmas cachés, ce sont tous les karmas que l'âme ne vient pas forcément travailler ici sur Terre, mais qui font partie de nous malgré tout. Alors quand je parle de karma, je suis pas dans la fatalité du karma. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de dette karmique. Il y a juste des expériences. Il y a des influences de vie passée au cours desquelles il s'est passé certaines choses qui auront et exerceront directement une influence sur la vie actuelle. Mais il y a d'autres vies derrière que l'âme n'a pas forcément choisi de travailler maintenant, mais qui pourtant ont existé. Et l'âme s'est engrammée de ces expériences, et même si elle n'a pas décidé de les retravailler, elles sont là, en toile de fond. L'heure de naissance va permettre d'apporter des clarifications par rapport à ça. Et comme je le disais, la date et l'heure de la mort permettent de savoir vers quoi l'âme se dirige dans sa prochaine incarnation aussi. Et ouais, il y a beaucoup d'informations à décrypter. Alors justement, tu parlais de karma. Tu fais aussi la distinction entre le karma gouvernant dont tu nous as un petit peu parlé, mais tu parles aussi d'un karma directeur. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu cette distinction que tu fais? Le karma gouvernant, c'est une influence qui va s'exercer sur nous sans qu'on en soit forcément conscient. Donc l'énergie du mois de naissance. Après, on peut en prendre conscience si quelqu'un a fait le calcul numérologique. L'influence qu'il va exercer sur nous, c'est que, par exemple, je reviens sur le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'isolement. Donc, c'est une personne qui va éprouver des difficultés à aller vers les autres ou qui aura besoin régulièrement de s'isoler pour se ressourcer, pour prendre du bon temps et sortir un petit peu du brouhaha de la vie. Mais elle ne le sait pas forcément parce que c'est quelque chose d'inconscient. C'est un processus qui exerce une énergie, une influence sur la personne sans pour autant que la personne ne soit consciente de ça. Pourquoi? Parce que quand on fait une numérologie traditionnelle, on va pas forcément lui dire que l'énergie de son mois de naissance va exercer cette influence. Le karma directeur, c'est aussi le chemin de vie, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui le Graal de l'incarnation, ce que l'âme doit absolument accomplir avant de quitter cette terre. Je l'appelle le Graal parce que je trouvais ça joli, mais c'est ce qu'elle doit absolument accomplir et c'est la ligne directrice de l'incarnation. Autrement dit, si par exemple le chemin de vie c'est 1, eh bien ça veut dire qu'au fil de son incarnation, l'âme doit la personne qui est incarnée par cette âme doit accomplir un chemin de libération. Alors c'est quoi la libération?
Se libérer de toutes les contraintes. Parfois, se libérer d'une contrainte, ça veut dire je l'accepte. Elle ne me fait plus turbiner mentalement parce que je ne la supporte plus. Elle n'a plus d'emprise sur moi parce que je l'accepte. Se libérer des influences transgénérationnelles inutiles. Se libérer des peurs et blessures qui ne servent à rien. Pourquoi? Parce que ce que j'observe au quotidien, c'est que la plupart des gens font des choix en fonction de leurs peurs et de leurs blessures. Si j'ai peur de l'insécurité, je vais toujours faire des choix sécurisants, même si je n'en suis pas conscient. Et une fois qu'on se libère de ça, en fait, les choix qu'on fait sont des choix épanouissants, qui permettent de ne pas se retrouver un jour à se dire si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Justement, sur ce schéma, on parlait rapidement aussi des chiffres récurrents dans la date de naissance. Tu mentionnes aussi, attention, ça peut être des freins. Le fait d'avoir un chiffre récurrent dans son thème, ça peut être, oui, un indicateur, une flèche très, très marquée de ce que l'âme vient travailler et vient dépasser, mais ça peut être aussi bloquant. Alors, j'ai envie de te poser une question très rationnelle. À partir de quand ça bascule d'un côté ou de l'autre sur la balance? Plus il est présent, plus il devient un frein. D'accord. Si tu as 2-1 dans ta date de naissance, ils vont se booster l'un l'autre. Si tu as 5-1 dans ta date de naissance, tu es né le 11 du 11 par exemple, 1971, ça devient freinant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie du 1 prend le dessus sur celle des autres chiffres. Et à partir du moment où elle prend le dessus sur celle des autres chiffres, elle va exercer une influence qui est forte et les autres chiffres éprouveront beaucoup de difficultés à se manifester. Maintenant, il y a aussi les chiffres cachés, comme je le disais, qui révèlent les processus inconscients, notamment. On peut avoir un 1-1 apparent dans une date de naissance, mais s'il y a un 8, il y a 8 fois 1 dans le thème. Et il y a aussi les prénoms et le nom de famille qui vont traduire des chiffres, puisque le A égale 1, le B égale 2, le C égale 3. Et en calculant ça, on peut aussi découvrir les influences transgénérationnelles. Le prénom, il est traduit par... il traduit les influences transgénérationnelles maternelles. Le nom de famille traduit les influences transgénérationnelles paternelles. Quand on porte le nom de sa mère parce que le père a été démissionnaire ou pour une autre raison, on double les influences transgénérationnelles maternelles. Quand on porte le nom des deux parents, on combine les influences maternelles et transgénérationnelles tout en amplifiant les maternelles, puisque prénom plus nom de famille de la mère, ça amplifie le travail. C'est un peu compliqué d'apparence, mais en réalité, c'est vrai qu'au début, quand moi j'ai commencé cette numérologie, je l'ai reçue médiumniquement, donc il a fallu que je m'y acclimate. J'ai travaillé presque 15 ans dessus. Ça a été difficile parce que je comprenais pas tout, et puis j'avais mes guides qui me disaient mais non, mais c'est ça, mais t'as pas compris. Allez, enfin, on te l'a déjà dit 3 fois. Donc c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que maintenant que je maîtrise un peu l'outil, je fais une lecture comme ça avec beaucoup plus de facilité qu'avant, et c'est à la portée de tout le monde, hein, parce que lire des chiffres, il suffit de lire son interprétation, de se dire ah tiens, dans cette position il veut dire ça. C'est beaucoup plus développé dans le livre qui sortira bientôt, mais c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire quand dans un thème, tu as, justement, après réduction, tu as 3 fois le même chiffre, jour, mois et année de naissance? Est-ce que c'est quelque chose qui doit interpeller? Ça veut dire que la personne vient travailler spécifiquement sur des situations particulières. Alors normalement, l'âme, elle fait des choix d'incarnation. Elle va venir sur Terre en décidant la famille dans laquelle elle va naître. Pourquoi? Parce que dans cette famille, beaucoup d'ancêtres ont déjà eu des capacités, par exemple, ont déjà dû travailler sur leur peur de l'insécurité, par exemple, et donc cette énergie-là va permettre à l'âme d'absorber une partie du travail, mais poursuivre son travail malgré tout. Elle va choisir sa date de naissance, elle va choisir son prénom. Alors, de ce que j'ai pu observer, à peu près 60-65% des personnes portent le bon prénom. Il y en a à peu près 35-40 qui ne portent pas le bon prénom. Comment elle choisit son prénom? Elle insuffle son prénom, soit à la mère, et si la mère ne l'entend pas, à un proche. Et ça va permettre de porter l'énergie idéale. Alors, certaines personnes ont le mauvais prénom et ont tendance à vouloir changer de prénom ou à prendre un pseudo. C'est pas très conseillé en général. Pourquoi? Parce que le prénom qu'on reçoit à la naissance, même si c'est pas celui qui est spécifiquement choisi par l'âme, elle en prend 3 en général. Elle choisit 3 prénoms qui ont une consonance numérologique assez proche. Et si elle n'en porte pas un des 3, eh bien, le travail n'est pas tronqué pour autant. Simplement, il sera un peu différent. Et puis, elle choisit d'autres aspects. Il y en a une quinzaine qui sont les grandes lignes d'incarnation. Une fois qu'elle a fait ce choix, elle arrive sur Terre et elle va choisir des peurs à travailler, des blessures à travailler, des karmas à travailler. Et ces karmas, ces peurs, ces blessures se lisent dans les chiffres.
Quand on est né, par exemple, le 1 du 3 1982, d'apparence, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui se ressemblent dans le thème. Par contre, si on est né le 3 du 3 1933 ou le 6 du 6 1966, j'en ai pas mal de gens qui sont nés ce jour-là. Il y a les récurrences de chiffres qui vont dire, OK, en fait, toi, ce que tu travailles vraiment, quel que soit le tiers de vie, que ce soit tes premiers 30 ans, tes deuxièmes 30 ans ou tes troisièmes 30 ans, c'est vraiment cet aspect sur le 6. Mais pas que, parce que je suis né le 6 du 6, ça fait 12. Donc il y a déjà une opposition entre cette recherche de liberté et ces dépendances qu'on peut parfois avoir. Je suis né en 66. 66, ça fait 12, mais 1966, ça fait 22, donc on trouve du 2. Donc le 2 prend le dessus sur le 1, si vous comprenez bien ce que j'explique. On a du 1 et on a du 2, mais il y a plus de 2 que de 1. Donc le travail sur le 1 va être plus difficile parce que le 2 est vraiment majoritaire dans le thème. Pour peu qu'on s'appelle, je ne sais pas moi, un prénom où il y a beaucoup de A, ben ça va être beaucoup de 1, A égale 1. Ça va permettre peut-être de travailler plus facilement dessus. Mais pour résumer, si on a les chiffres qui se représentent à plusieurs reprises, c'est que tout au long de sa vie, on va vraiment travailler sur ces aspects-là, parce que en général, l'âme, elle choisit vraiment un travail sur 1 ou 2, maximum 3 domaines de vie, pour pas tout confondre. Pourquoi? Parce que si l'âme, elle décide de travailler sur les 8 domaines de vie, elle travaillera sur rien du tout. Parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop à faire. Par contre, quand par exemple le domaine professionnel est fluide, ça se passe bien au boulot, j'aime pas trop mon boulot, mais bon, je gagne bien ma vie, mes collègues sont sympas, c'est que 9-17, donc ça va. Ça permet de ne pas dépenser son énergie au travail, en tout cas à comprendre les blocages au travail, mais de pouvoir la consacrer au domaine sentimental si tel est le besoin de l'âme. C'est intéressant parce que contrairement à beaucoup de numérologues classiques, tu abordes la réduction théosophique et tu ne réduis pas les maîtres nombres. Et là, tu vas faire plaisir à Cyril, qui nous accompagne assez souvent. Le 11, le 22, le 33, est-ce qu'ils ont peut-être pas une brouette un peu plus chargée que les autres? Moi, je suis 11, 22, 33. Je te cache pas que c'est un peu chargé. Et en plus, dans mon prénom et mon nom, c'est aussi 11, 22. Donc, c'est un peu chargé. En fait, j'interprète tous les chiffres avant réduction, quels qu'ils soient. Si je tombe sur un 18, c'est 1, 8, et puis c'est 9. Je veux savoir d'où vient le 9. Certains numérologues le font, comme il s'appelle, Dan Millman, je crois. Oh, mais c'est très rare. Hein. Ouais, c'est assez rare. Je les interprète toujours, parce que le 9 n'a pas la même signification s'il vient d'un 27, s'il vient d'un 18, s'il vient d'un 36. Mais pour les maîtres nombres qui ne sont que 11, 22, 33, beaucoup de personnes spirituelles aujourd'hui pensent que tous les chiffres doubles sont des maîtres nombres. Non, en ésotérisme, c'est le 11, le 22, le 33. Pas de 44, pas de 55, pas de 66. Ok. Non. Ah, je suis remonté loin, je suis remonté au 15e siècle pour trouver, mais en fait, non, j'ai jamais trouvé au-delà du 33. Ah, ce qui paraît, c'est très rare, hein, c'est ça, Tamara? Alors, je me permets, moi j'ai eu en consultation, j'en ai eu 2, un garçon et une fille qui se connaissent pas, et chemin de vie 44. Qu'est-ce que j'en fais? Alors 44, c'est 8, mais c'est double 4. Donc je réduis à 8 pour toi. Il y a une différence entre le maître nombre, qui est un nombre sacré, et le chiffre double. Le chiffre double, c'est un chiffre qui est doublé, donc qui amplifie son travail. Alors dans la numérologie chrysaline, enfin la numérologie karmique, j'appelle toujours numérologie chrysaline. Dans ta méthode, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand un chiffre est doublé, le premier chiffre, c'est la clé, le deuxième chiffre, c'est la porte. Autrement dit, la clé, c'est d'où vient le problème. Il va permettre d'ouvrir la porte pour régler le problème. Quand c'est le même chiffre, 44, ça veut dire que le problème, il faut le prendre d'une autre manière pour pouvoir le résoudre, pour pouvoir franchir la porte. Si par exemple c'était 14, le problème c'est un manque de libération, de liberté, d'indépendance. Le 4, c'est la famille, donc on peut comprendre que ce manque il vient de la famille. Et donc on va ouvrir la porte en résolvant ça. Quand le même chiffre est doublé, alors certaines cultures estiment que les chiffres doublés sont aussi sacrés, mais en ésotérisme, on parle vraiment sur le 11, 22, 33. Ça veut dire que le problème et la solution sont la même source. Donc j'ai un problème transgénérationnel avec le 4. Pour le régler, il faut que j'aille comprendre mes problèmes transgénérationnels. Et comment je peux le comprendre? En trouvant l'équilibre entre ce que la famille, puisque 4 plus 4, ça fait 8, en trouvant l'équilibre et l'harmonie par rapport à ce que ma famille m'a fait porter, et une éventuelle coupure de tout ça. Parfois, ça passe par une coupure de lien totale avec certains membres de la famille, mais je dois trouver un équilibre pour ne justement pas rompre avec ma famille, pour ne pas couper ces liens définitivement.
Maintenant, le 11, c'est le chiffre des portails. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je suis 11. Alors, on commence, Tamara. Moi, je prends des infos personnelles. On commence? Oui. Avant qu'on aille sur les infos personnelles, parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait de changer de nom, de pseudo, etc. Ah, Et les pour noms nous, les femmes qui t'intéressent. sont amenées à nous marier, parce que c'est que les femmes qui changent de nom, ça change quelque chose. Non, les stars ou aussi pas prennent des nicknames. Ben, les stars, ils choisissent, ils vont choisir un pseudo. Mais bon, peut-être un petit peu moins sur les générations à venir, quoique j'en sais rien. Mais il y a encore ce truc de, bon, bah, tu deviens l'épouse d'eux, donc tu prends le nom de ton mari. C'est pas que rien, ça, quand même. Pas que le nom. On m'a posé la question justement sur la formation. Je sais pas si c'était toi, mais j'y ai répondu hier. On prend pas que le nom. On prend toute sa charge aussi. C'est-à-dire que, je répète, le nom de famille, c'est les influences paternelles. En prenant le nom du mari, on éclipse petit à petit son nom de jeune fille et on absorbe une partie du travail du mari. Autrement dit, le couple, qui est toujours bien fait, il va permettre de travailler ensemble sur des aspects que le mari n'a peut-être pas encore pu travailler. En fait, il y a un principe énergétique de base. Quand on fréquente une personne, ma mère dirait quand on dort avec un chien, on attrape ses puces, mais quand on fréquente une personne, elle va énergétiquement créer des déclics sur nous, plus ou moins rapidement. Et peut-être que la femme qui rejoint la famille du mari va permettre au mari d'avoir des déclics, des prises de conscience. Beaucoup de relations s'achèvent très rapidement pour cette raison notamment. C'est parce que l'autre a souvent tendance à réveiller nos parts d'ombre et parfois nos mauvais côtés. Cependant, aucune union ne se fait par hasard. Aucune. Dans mon cas, pour citer mon cas parce que ce sera plus facile, même si j'ai de multiples exemples, on a découvert au fur et à mesure, et encore récemment, après 17 ans de relation avec ma compagne, que dans nos ancêtres, il y a des liens par rapport à, par exemple, des métiers pratiqués, par exemple, à des difficultés vécues, par exemple, à des pays dans lesquels ils ont pu vivre avant d'émigrer. Et ça, on l'a découvert que maintenant, parce qu'on fait un travail en constellation familiale notamment. Et du coup, moi, je me suis renseigné sur mon histoire, et ma compagne m'a dit « Ah, ben c'est fou, moi aussi ». Et ça, c'est pas un hasard. Les couples ne se forment pas par hasard. Tamara, tu m'as pris de court. Moi, je reviens sur les vibrations maîtres. Le 11, le 22 et le 33. Alors, dans un premier temps, je suis 11. Alors, choix d'être très égotique. Quid pour le 11 ? Quel est son chemin de vie, en quelque sorte ? Et puis, pareil, on va pas laisser pour compte sur le bord de la route les 22, les 33, si vous pouvez. Parce que le module est, contrairement à tous les autres chapitres qui sont très développés, est assez court sur la formation. Parce qu'il n'y a pas non plus 3 tonnes à dire. Dans mon prochain livre, le chapitre est assez court aussi. Ouais. C'est pas celui sur lequel il y a le plus à dire, simplement parce que au final, 11, ça fait 2, mais un 2 qui émane du 11. 22, ça fait 4 qui vient du 22. Donc, ils ont une signification un peu plus spécifique, mais il n'y a pas non plus de quoi écrire 25 pages dessus. 11 du 12, quelle année ? 1986. Donc, t'es effectivement 11-2. Le 11, donc, c'est le chiffre des portails. Ça, en fait, c'est les portails, mais je l'ai aussi appelé le chiffre des miroirs. Il a 2 noms différents. Les miroirs, parce que ce sont 2 1 qui se regardent. Mais aussi les portails, parce que ce sont les deux poteaux d'une porte que l'on peut franchir. Selon mon humeur, je l'appelle chiffre des miroirs ou chiffre des portails. On parle de l'effet miroir souvent, mais il y a 2 effets miroirs. Le premier effet miroir, c'est quand l'autre nous montre volontairement ou pas certaines choses qu'on doit comprendre et travailler chez nous. Le deuxième effet miroir, c'est quand on a pu le travailler, on va nous-mêmes pouvoir le refléter à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est déjà ce que veut dire le 11. Le 11 dans ton thème, il est positionné dans tes 30 premières années de vie, mais il est aussi positionné en karma directeur ou chemin de vie. Qu'est-ce que ton thème va te dire ? Quand je fais une interprétation numérologique, j'ai d'abord les chiffres qui me parlent, et puis il n'y a pas que les chiffres, parfois il y a aussi mes guides qui me disent des infos, et comme là je sens que ça vibre un peu, je pense que les guides vont me donner 2-3 infos pour toi. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'est OK de le faire en public ? Bah, allons-y, en toute transparence. Transparence. Durant tes 60 premières années de vie, ton travail va consister en réalité à travailler sur tout ce qui t'empêche d'exister et de pouvoir le transformer dans une forme que tu peux acquérir sous forme de sagesse. Comprendre que toutes les situations que tu vis, entre ton 11 et ton 12, on arrive à 2 plus 3, ça fait 5. Toutes les situations que tu vis sont des situations qui ont pour but de t'amener à la sagesse. La sagesse, c'est quoi ? C'est la capacité à prendre du recul sur les expériences vécues, comprendre ce qu'elles t'ont apporté dans la vie et t'en enrichir. Donc tes 60 premières années de vie seront assez chahutées parce qu'il y a beaucoup de 1.
Donc c'est un peu comme si c'était une lutte là pour essayer de trouver ton chemin vers l'indépendance et la liberté. Cette lutte, elle n'a pas toujours été facile parce que avec le 2 qui arrive juste derrière ton troisième 1, il y a des gens qui vont venir derrière en te disant stop. Tu fais ce que je veux, tu fais ce que je dis. Donc tu as une sorte de conflit d'autorité qui a été contredit. Maintenant, ça c'est dans les 30 premières années, donc au fil de ton évolution, tu as probablement pu, on va dire, pallier ce conflit d'autorité parce qu'il n'y a plus beaucoup de 1 par la suite. Cependant, ton travail de vie jusqu'à tes 60 ans à peu près, tout en considérant le karma gouvernant qui est 12, ton travail de vie va consister à vraiment comprendre tout ce qui t'empêche d'exister pour pouvoir le refléter. Alors on le reflète comment ? On le reflète par des mots, on le reflète par l'énergie qu'on rayonne, on le reflète par exemple, ce que tu fais là maintenant. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est ton année de naissance. Il y a du 1, il y a du 9, il y a du 8, il y a du 6. Le karma du 19, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était le karma de sécurité et d'insécurité, mais il va t'amener aussi avec ton 8 à trouver un équilibre justement entre cet aspect « je supporte pas l'autorité » et « je l'accepte ». Ça, c'est un travail que tu vas devoir faire en fin de vie. Et ta toute fin de vie, c'est-à-dire à peu près les 5 à 8 dernières années de vie, tu vas devoir révéler ta véritable créativité. Alors la créativité, attention, il y a 2 aspects à la créativité. Le premier aspect, c'est je crée la vie que je veux vivre. Le deuxième aspect, c'est j'exprime mon imagination, etc., à travers un outil artistique ou un outil qui me le permet. Au final, tu nous amènes sur du 11. Le 11, il te rappelle le premier 11 de ta date de naissance, mais là, on rentre dans le Graal de ton incarnation. Ce qui veut dire que dans ton incarnation, ce que ton âme cherche absolument à réaliser, c'est de manifester tout ce qui a été compris et acquis pour pouvoir en faire des outils qui vont te permettre d'une manière ou d'une autre d'aider les autres personnes. La seule chose à laquelle tu vas devoir veiller avec ton 2 final, donc ton chemin de vie 2, issu du 11, c'est d'éviter de prendre l'ascendant sur les autres, de les soumettre. Parce qu'avec le 2, on peut parler de soumission aussi. Donc, les soumettre, ça veut dire, entre guillemets, hein, j'exagère le trait, mais moi, je sais parce que je l'ai vécu. Si tu ne me crois pas, c'est pas mon problème, mais je te conseille fortement de... Alors, c'est peut-être pas comme ça que tu es, mais c'est le trait un peu exagéré pour dire ça pourrait risquer d'en arriver là. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre l'ascendant sur l'autre. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Sur certains points, oui. Sur d'autres, un peu moins. Mais j'ai envie de te dire que c'est assez parlant. Moi, je voudrais juste rajouter, vu qu'on travaille ensemble, n'attends pas trop ta fin de vie quand même pour développer toute ta créativité et tout. Qu'elle arrive bien tard, cette fin de vie aussi. Hein. En parallèle. La vie est assez longue, hein, je ne le cache pas. Ah bah. Ce n'est pas les chiffres qui le disent, c'est plutôt la vision de ta carte énergétique. Ta vie est assez longue. Alors pour ceux qui justement voudraient avoir toutes ces informations, parce que toi, on le rappelle, hein, ton objectif maintenant c'est de former principalement les thérapeutes, mais aussi les gens qui se sentent investis d'un élan de connaissances, d'une soif soudaine d'en savoir plus par rapport à la numérologie et par rapport à ta méthode. Mais les gens qui souhaitent avoir toutes ces informations que j'ai eues maintenant, ils peuvent te consulter aussi également ? Alors, je ne te cache pas que les consultations, j'en fais très peu, parce que je ne fais pas que ça. C'est-à-dire que mon travail aujourd'hui consiste à proposer des prestations qui sont enregistrées et envoyées. Je suis quelqu'un de très volatile. C'est-à-dire que j'aime pas la routine. Ouais. Donc je ne propose pas souvent les mêmes choses. Mon travail aujourd'hui, c'est pas tant de faire des consultations, j'en propose quelques-unes tous les ans évidemment. J'ai plus ce besoin de me diriger, comme tu disais, vers la formation, mais je travaille aussi beaucoup sur le soin énergétique. Et je travaille avec des méthodes que j'ai créées, notamment ce que j'ai appelé les talismans, qui sont des outils qui fonctionnent merveilleusement bien et qui changent complètement la donne dans la vie des gens. Mais pour me consulter, il faut être à l'affût, parce qu'en général, là, mon planning est déjà plein jusque septembre. Pas parce que j'ai beaucoup de consultations, mais parce que j'ai un nombre de créneaux assez limité. Si vous voulez retrouver ces talismans, d'ailleurs, il y en a 8 de disponibles dans l'ouvrage 31 clés pour activer la loi d'attraction, le guide pratique aux éditions Exergue. Et donc, en fait, vous pouvez vous former tout simplement et faire la même chose que ce que David fait actuellement. On vous donnera plus d'informations sur la formation à la fin avec le cadeau qui va suivre. Et j'ai envie de dire, j'ai été mise à nu, Tamara, à ton tour. et quid de notre partenariat? J'espérais passer un petit peu à travers. Ah non. Non, je plaisante, David. Pareil, comme Rudy, on peut y aller en toute transparence. Et ce qui serait sympa aussi, c'est peut-être de rajouter sa date de naissance, la mienne, son prénom, le mien, par rapport à cette association professionnelle. Ouais. Donne-moi ta date de naissance. Alors, le 01-11-1978.
Et le numéro complémentaire est un 1. Alors, c'est un outil que je conseille à tout le monde. Moi, je l'ai toujours devant moi parce que c'est inutile de le retenir par cœur alors qu'on peut l'imprimer simplement. C'est une table d'inclusion. Ah oui, on voit bien. La table d'inclusion, c'est l'équivalence des chiffres par rapport aux lettres ou inversement. Alors, à force, il y en a beaucoup qu'on connaît par cœur, mais je trouve ça inutile de l'apprendre par cœur. Alors déjà, il y a des similitudes, mais je vais d'abord faire ton thème personnel. Tes 30 premières années de vie sont 30 années au cours desquelles tu as sans doute travaillé sur tout ce qui concernait la compréhension de tes cercles vicieux, avec ton 0 qui ouvre le thème. Les cercles vicieux, alors le 0, c'est le chiffre des cercles vicieux dans la numérologie chrysalide. Il va traduire en fait tous les aspects qui se représentent régulièrement à toi et surtout la manière dont tu réagis face à ça. Ce qui t'a mené normalement vers tes 20-25 ans à une prise de conscience de la manière dont tu peux t'en libérer, mais surtout trouver le chemin vers ta liberté dans la vie. Ça, c'est le chiffre 1 qui va te le traduire. Mais le chiffre 1, il va aussi traduire une peur de prendre cette liberté. Pourquoi ? Parce que qui dit liberté dit je suis livré à moi-même, et si je suis livré à moi-même, eh bien, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ton karma gouvernant, le 11, va rejoindre le jour de naissance de Rudy, et c'est là où on a déjà un point commun, mais ça, j'en parlerai après. Il va te demander au cours de ta vie de manifester toutes tes compétences pour pouvoir les mettre au service de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de primordial. C'est un peu différent du chiffre miroir parce que là, on parle de karma gouvernant. Ça veut dire que ton âme, et ce que je vois de ta carte énergétique, ça me semble cohérent puisque ça occupe à clignoter. C'est quoi la carte énergétique ? En fait, quand je me suis connecté à une personne, ça c'est mon aspect médiumnique, je vois une sorte de grande carte avec des faisceaux énergétiques et quand je parle de quelque chose, je vois que ça clignote. Et donc, je vais me connecter à ce qui clignote et je reçois des informations. Mais j'en ai reçu qu'une là, donc le reste des choses que j'ai dites, c'est bien le travail numérologique. Parce qu'avant d'être numérologue, je suis d'abord médium. Et donc, ton 11, il va te demander à cette différence par rapport à Rudy de vraiment mettre tes compétences au service de l'autre et leur montrer que c'est possible. C'est-à-dire, moi, je l'ai réussi, tu en es capable aussi du coup. Ça n'est pas réservé à moi. Ton année de naissance, elle va t'amener en fait à un cheminement au cours duquel durant tes 30 dernières années de vie, mais surtout les 15 dernières années de ta vie, à énormément chercher un équilibre entre tout ce qui travaille au niveau de ton mental, tes recherches de compréhension, tes recherches de sens, la manière dont tu analyses les choses sur ta vie et la manière dont les choses se passent en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que je pense et ce que je vis. Donc comment faire pour mettre en pratique ce que je pense pour pouvoir le vivre finalement. Ça va être tes dernières années de vie. Ton thème global, c'est un thème au cours duquel qui va t'amener finalement à essayer de sortir de ta propre prison. On est sur du 28. Le 28, ça donne 10. Et 10, ça donne 1. Donc, c'est une recherche de libération. C'est quoi ta propre prison, Tamara ? C'est en fait tous les schémas dans lesquels tu t'es conforté, réconforté parfois, toutes les situations dans lesquelles tu t'es parfois englué sans même que tu ne le saches ou le veuilles, et qui pourraient te poursuivre très longtemps, si pas de manière physique et réelle, au minimum de manière mentale, parce que ton mental est hyperactif. Et ton mental hyperactif, il te dit, parfois ça sert à rien de réfléchir et de chercher ce que tu as devant les yeux, tout comme il peut te dire parallèlement, parfois c'est mieux d'arrêter d'analyser et d'être plutôt à l'écoute du cœur, parce que le 8, c'est aussi l'équilibre entre le cœur et le mental. Le 8, c'est aussi l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Tu es une femme assez spirituelle, tout comme l'érudit, mais ça, on va en parler tout de suite. Mais cette spiritualité, elle doit être exprimée à escient. Et quand je dis exprimée à escient, c'est que tu ne peux pas te la garder que pour toi. Tu dois vraiment l'utiliser de manière presque quotidienne, soit pour guider d'autres personnes, comme je le disais, soit pour guider ta propre vie. Est-ce que ça te fait sens ou pas ? Ouf, ça va, je me suis pas trop trompée de carrière. Merci. Tu t'es pas trompé de carrière. Cependant, il y a peut-être des choses que tu n'oses pas encore manifester. Parce qu'avec le 2, c'est caché. Le 2, il cache des capacités. Alors, ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'à aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et ça fait maintenant 10 ans que je propose des lectures d'âme, puisque j'ai la médiumnité qui est accessible. Et ça fait 15, 17, 18 ans que je suis accompagnante. C'est pour ça que je me permettais de dire « Ouf, ça va, je me suis pas trop trompée. » J'avais bien compris, mais comment je vais exprimer ça différemment ? Je peux dire tout ce que j'entends ou pas ? Oui, bien sûr. Tu peux. La numérologie, je vais rentrer dans le carte blanche énergétique. C'est-à-dire que ce que j'entends,
C'est que la peur de la persécution t'amène à voiler volontairement ou pas certaines de tes capacités. Et parmi les capacités que tu voiles, en fait, il y en a une qui est très forte. Et cette capacité-là, elle a valu à ton âme dans d'autres incarnations pas mal de difficultés. C'est la guérison. Alors attention, parce qu'il existe différentes formes de guérison. Il y a le magnétisme, il y a l'énergétique, il y a la guérison, mais il y a aussi la guérison spirituelle, la guérison physique, etc. Sauf que ton énergie, ce qu'elle me montre là, et je regarde à côté parce que c'est là que je la vois, ce qu'elle me montre là, c'est que la guérison t'a valu a valu à ton âme certains procès dans des vies différentes, et que c'est une guérison d'apposition des mains, je rentre avec une maladie, je sors, je suis guéri. Et pourquoi ça fait peur? Parce que c'est un processus qui nécessite d'avoir pleine confiance en toi et en l'univers, mais aussi pleine confiance en le patient. Et alors, la différence entre énergétique, magnétisme et guérison, c'est que l'énergétique va travailler sur tout ce qui est énergie, qu'elle soit extérieure ou intérieure, pour pouvoir réguler l'énergie du corps physique. Le magnétisme va travailler sur les champs électromagnétiques du corps. La guérison, c'est j'ai mal ici, je vais chez quelqu'un, il pose sa main, 3 minutes, je sors, j'ai plus. J'ai connu ça chez quelqu'un, moi. J'en connais très très peu des gens comme ça. À Liège, en Belgique, un jour, j'avais une problématique depuis 2 ans. J'avais une barre au niveau du plexus solaire. 2 ans que j'allais chez les médecins sans aucun résultat, tout allait bien. Et un jour, je croise un homme que je fréquentais à l'époque. J'étais à la fac. Et il me dit, je vais t'amener chez quelqu'un. Et il m'amène chez le quelqu'un. Je suis rentré, j'avais la barre. Je suis sorti, elle était complètement atténuée, c'est-à-dire que je ne la sentais plus que dans certaines positions, alors qu'avant, je la sentais dans toute position. Il a terminé en disant, moi j'ai fait mon travail, à toi de croire que tu peux guérir. Et en fait, il m'a fallu un déclic, ça a mis 1 ou 2 semaines. Après 2 semaines, je me suis levé en disant, mais pourquoi j'ai mal? J'ai été chez Dany. Et ça a disparu instantanément. Et cet homme, en fait, j'en connais un autre qui fait ça. Tu rentrais chez lui en chaise roulante, tu partais en marchant. Et c'est ça la guérison, la vraie guérison. Sauf que ça peut faire peur parce que ça fait peur aux gens et parce que ton âme a vécu des difficultés par rapport à ça dans d'autres incarnations. C'est un très au miracle, là. Je te remercie. Ouais, non, mais c'est tout pile. C'est des expériences qui ont déjà été touchées du doigt, vécues, c'est le cas de le dire, hein, touchées du doigt, même sans apposition. Et effectivement, je mets beaucoup de freins encore maintenant. Ça m'arrange très bien de faire des lectures d'âme et de. Donc, merci. Je vais introspecter sur la piste que tu me donnes à explorer des peurs. Ce sont pas des peurs conscientes chez moi. Non. Mais effectivement, je tire des freins. Non, n'introspecte pas, je t'interromps, mais n'introspecte pas, Tamara. Et c'est vrai pour Rudy aussi, en fait. C'est-à-dire que vous me lancez sur le truc, je peux faire ça pendant 8 heures, hein, si vous voulez. On va passer au cas plus générique après, mais c'est intéressant. Mais je donne quand même l'info que je reçois parallèlement. Il ne faut pas introspecter, parce que quand tu introspectes, tu fais appel au mental. Il faut, j'ai envie de dire, cardiospecter, c'est-à-dire aller vraiment dans le cœur. Et j'invente un mot, mais je vais le noter parce que je trouve qu'il est beau. Aller dans le cœur et en fait aller parler à ton cœur comme si tu parlais à une pote et lui demander en fait ce qui t'empêche de te réaliser par rapport à ça. Et pour la créativité de Rudy, en fait, je vais te le dire, j'en ai pour 1 ou 2 minutes. Ce qu'on me montre comme image, c'est d'une incarnation où en fait tu as pratiqué une sorte de peinture énergétique. Enfin, c'est toi, mais c'est ton âme. Mais pratiquer une sorte de peinture énergétique qui faisait beaucoup bien aux gens qui la regardaient et l'observaient. Sauf qu'en réalité, tu as fini complètement sur la paille. Et tu es malheureusement mort de famine. Alors la peur de la pénurie, du manque et de la famine sont des peurs que tu portes au niveau familial, au niveau paternel surtout. On me montre 1924-1928. Donc apparemment, il y aurait un ancêtre de cette époque-là à vérifier de ton côté, qui serait mort de famine ou de pénurie. Et donc, tu avais fini sur la paille. C'est pour ça que tu as rejoint cette famille d'ailleurs. Et en ayant fini sur la paille, ton âme, elle a bloqué le truc jusqu'à ce que tu puisses le révéler après avoir créé ta sécurité matérielle sur Terre. Donc, il y a certaines personnes dont tu fais partie qui doivent d'abord s'installer matériellement pour être en sécurité, ne pas craindre la pénurie ou le manque, avant de pouvoir révéler leurs capacités. Et en fait, c'est des peintures guidées énergétiques qu'on me montre. Et si ça ne te parle pas aujourd'hui, ça te parlera au moment opportun. J'ai un exemple d'une dame qui est venue me consulter à 73 ans. Je lui ai dit ça, elle a éclaté de rire en disant « Mais David, si je tiens un pinceau, je risque de te crever un œil tellement je suis maladroite. » 4 ans plus tard,
Elle m'envoie une photo de tableau en disant j'expose, c'est pas très loin de chez toi. C'est ce que j'allais dire, elle est en galerie maintenant. Oui, d'accord. Elle est pas en galerie, elle expose dans plein de restos et elle vend pas mal d'œuvres. Ah, ouais. Et aujourd'hui, elle a 84, 85 ans, elle est en pleine forme. Elle est venue ici à 2 doigts de la mort, je crois. Et en fait, quand je dis il y a plusieurs formes de guérison, il y a la guérison spirituelle, c'est-à-dire que quand ton esprit est guéri parce que des croyances sont nettoyées ou d'autres systèmes de pensée sont contredits par une réalité que tu vis au quotidien et qui n'est pas ce système de pensée, et ben en fait, la guérison se fait instantanément aussi dans le corps et dans l'esprit, quoi. Oui, bah voilà, on est tous les deux tout nus là maintenant, Rudy. Il ne resterait peut-être plus qu'à voir comment ça se fait qu'on s'est rencontrés, comment ça se fait qu'on travaille ensemble. Alors, pourquoi vous vous êtes rencontrés, ma table d'inclusion? Suspense. Suspense. Alors déjà, ce que tu dois veiller à faire, Tamara, c'est de ne pas faire preuve de trop d'autorité sur Rudy. Alors, je suppose que dans votre relation... Mais non, c'est Je te l'inverse, l'avais. arrête. Non, arrête. Allez. Bon, là, les spectateurs, ils vont croire que c'est moi qui tiens la baguette, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, je suis d'accord avec David. Arrête, Calimero. Je vais t'expliquer ça après. Tamara, t'es rongée par les 1. Ah, tu as vu ça? J'en ai partout. J'en ai sur mes plaques d'immatriculation, dans mes numéros de téléphone. Quand j'ai suivi ta formation, que j'ai joué justement à transformer, il y en a partout. J'en suis farcie. T'es rongée par les 1, sauf qu'ils sont contredits par ton 2. C'est-à-dire que Tamara, la lettre T équivaut à 2. Ton 2 va contredire ton 1, sauf que ton 1 est plus puissant. Quand je disais, faut pas faire preuve de trop d'autorité sur Rudy, l'autorité, c'est pas forcément imposer des choses, c'est pas forcément essayer de le contrôler. L'autorité, c'est parfois de simplement amener les choses de manière à ce qu'il aille dans ton sens. Alors ça se fait peut-être pas forcément parce que c'est une chose à laquelle il faut veiller, donc ça veut pas dire que ça se manifeste forcément, mais ça peut arriver peut-être qu'à certains moments, quand t'es pas forcément toujours d'accord avec lui, tu puisses avoir tendance à... C'est pas la manipulation, qu'on soit clair, c'est simplement essayer d'amener les choses pour être mieux comprises et pour être peut-être mieux entendues. Alors c'est important aussi, Rudy, de comprendre que dans ton thème de vie, il y a une énergie assez forte de dualité entre tes véritables besoins et ta réalité. C'est-à-dire que même si avec les années, tu as réussi à mettre ça en pratique, à mettre ça en œuvre, c'est-à-dire trouver un équilibre entre tes besoins et ta réalité, ça n'a pas forcément été facile. L'association, vous avez sans doute remarqué qu'en chiffre commun, vous avez le 11, vous avez le 8. Ils ne sont pas placés au même endroit. C'est-à-dire que ce que Rudy a compris, travaillé et acquis durant ses 30 premières années de vie, Tamara, c'est plutôt dans ce cycle-ci, pendant sa deuxième trentaine d'années de vie. Et ça permet aussi de pouvoir aider Tamara à avancer de par l'énergie que tu rayonnes, l'énergie que tu émanes. Votre association professionnelle, elle est saine. Elle est saine, sauf que dans cette sanité, il y a parfois une tendance à ne pas toujours vouloir, entre guillemets, s'imposer ou imposer son avis ou ses idées, parce qu'on a peut-être peur de la réaction de l'autre. Mais au-delà de ça, elle est assez saine. Après, c'est ce que les chiffres disent, et c'est pas parce que les chiffres le disent que c'est votre réalité. J'explique pourquoi. Parce que vous êtes des personnes qui êtes conscientes. Je parle pas d'éveil, moi j'aime pas trop ce mot, mais être consciente. Vous êtes conscients tous les deux de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez envie de réaliser dans vos carrières, dans vos vies personnelles même. Et par ce fait, par cette conscience, ça désamorce d'une certaine manière une partie des chiffres. En fait, on subit les chiffres quand on est totalement dans la 3D. Ouais. Matriciellement ancré, presque léthargique. J'ai envie de dire, là, on les subit comme des massues, quelque part. Le karma n'existe que dans la 3D. Et l'influence énergétique des éléments extérieurs n'existe que dans la 3D. Disons que dans la 4D, 5D, elle est différente. Elle n'exerce plus une influence toxique, elle exerce une influence qui va permettre les prises de conscience. Donc c'est un peu différent. Dans votre association, ce qui serait bien, alors je ne sais pas tout ce que vous faites dans votre vie, je connais votre chaîne, mais je ne sais pas au-delà de votre chaîne tout ce que vous faites. Dans votre association, ce qui serait bien, c'est une collaboration commerciale. C'est-à-dire soit créer quelque chose ensemble que vous commercialisez ensemble, soit par exemple, je ne sais pas moi, ouvrir un café de discussion que vous animeriez tous les deux, des trucs comme ça, mais une collaboration commerciale, parce que vous avez tous les deux le 8. Et en fait, le 8, là où il est positionné, chez Rudy, il permet de trouver un équilibre justement entre la matière et la spiritualité, et chez Tamara, il permet de trouver un équilibre entre, on va dire, les budgets, dans les budgets, c'est-à-dire budgétiser mieux, budgétiser différemment et pouvoir prévoir les imprévus qui pourraient arriver.
Le nombre de 1 est parfois, vous avez tous les deux 4 1 dans votre thème de naissance, sans compter vos prénoms. Le nombre de 1 est parfois difficile parce que il pourrait, et là encore, ça dépend de l'influence des chiffres sur vos vies, mais il pourrait y avoir parfois des combats de coq. Tu vois, moi, je suis pas d'accord, mais j'ai pas envie, mais je t'ai dit ça, mais en fait, tu crois pas, mais tu m'écoutes pas. Voilà. Il pourrait y avoir parfois des combats de coq. Mais au-delà de ça, le nombre de 1 permet aussi de comprendre que vous êtes tous les deux sur un chemin qui ne peut pas vous amener autre part qu'à l'indépendance professionnelle. Autrement dit, vous collaborez bien parce que ces 1 se transforment en 2, et c'est des 2 qui sont issus du 1. C'est pas des 2 qui viennent directement du 2, puisqu'un plus 1, ça fait 2, donc. Et ces 1 se transforme aussi en 3 et en 4. Donc le 4, c'est le chiffre du transgénérationnel. Et je l'illustre dans la formation sur le tableau, mais j'ai envie de le montrer quand même ici. Allez. Je dis toujours comme ça. Donc on a papa, on a maman, papa fait sa vie, ici ça descend, maman fait sa vie, papa croise maman, maman fait un enfant. Voilà le 4. Ah oui. Et donc, le 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà du côté transgénérationnel, le 4 dans la numérologie traditionnelle, c'est les choix, les croisements, mais c'est aussi le travail. Donc, ça veut dire que vos thèmes, avec tous ces 1 qui s'additionnent en 2, en 3 et en 4, vous êtes vraiment dans la passion. C'est-à-dire que si le jour où votre travail ne vous passionne plus, que ce soit l'un ou l'autre, ou que ce soit tous les deux en même temps, il vaut mieux ne pas forcer. Et il vaut mieux aller vers autre part. Et dans votre collaboration, ce qui est bien, c'est que les 1 de l'un contrebalancent les 1 de l'autre. C'est-à-dire que quand il y en a un qui perd un peu le dash, je sais pas si on dit ça en France, en Belgique on dit le dash. La motivation, quelque part. Quand il y en a un qui perd un peu le dash, ben l'autre est là pour le rebooster grâce à la présence de C1, sans rien dire, juste parce qu'il est là. Et ça, c'est l'énergie qu'on rayonne et qu'on émane. Tamara, c'est bluffant. C'est assez bluffant. Hein. On ne vous donnera pas toutes les coulisses, mais c'est assez bluffant. Oui, on en a déjà dit assez. Oui, on a déjà dit assez, là. Ça va. Ouais. Mais oui, merci beaucoup, David. Ça met en lumière des choses qui se jouent déjà dans cette association professionnelle entre nous et dans nos caractères, dans nos tempéraments, dans cette répartition énergétique aussi. Oui, c'est assez bluffant. Merci beaucoup. Alors, on va en parler maintenant. Si vous voulez, vous aussi, connaître tous ces éléments, apprendre toute cette méthode que David a mise en place et élaborée, et sincèrement, pour avoir suivi la formation, c'est exhaustif. On a plusieurs chapitres avec énormément de détails. Qu'est-ce que la numérologie chrysalide, des pratiques, bien entendu, des exercices. Il vous explique comment monter un thème numérologique, la signification des chiffres de 0 à 9, revu plus en détail que ce qu'on a pu aborder très vulgairement, j'ai envie de dire. La place et le rôle de chaque chiffre dans la date de naissance, les chiffres en surnombre, on a pu aussi évoquer cette notion-là rapidement, les chiffres cachés, les chiffres manquants, les blocages karmiques, l'incarnation, ce que les chiffres racontent sur votre vie et les correspondances et les compatibilités. On a 30% de réduction immédiate sur la formation avec David en utilisant le code AMEDCINE, AMEDCINE. Le lien est un peu partout dans la description, également dans le premier commentaire épinglé sur notre site pour ceux qui nous suivent sur les podcasts, et l'offre est valable jusqu'au 7 août 2025, donc foncez vous procurer cette formation. Alors j'ai envie de continuer sur le relationnel. Je permets juste avant ça. Oui. Exceptionnellement, normalement, je propose ce genre de travaux vraiment très occasionnellement. Exceptionnellement, je le proposerai sur mon site pour les personnes qui écoutent aujourd'hui et dans les jours qui viennent. J'en fais pas des tonnes parce qu'en fait, ça m'épuise. Et c'est une des raisons qui fait que je fais pas beaucoup de consultations non plus, parce que ça me fatigue énormément. Pourquoi? Parce que pendant mes consultations, je parle non-stop pendant 1 heure et que c'est très épuisant énergétiquement. Donc, c'est pour ça que j'en fais peu. Mais exceptionnellement, comme je le disais, je vais proposer ce travail sur mon site. J'enverrai peut-être le lien à Rudy et Tamara pour qu'ils puissent le mettre sous la vidéo, ou je mettrai un commentaire dessous. Je dois juste prévoir ça, mais quand je serai parti quelques jours en déplacement professionnel, je ferai ça à mon retour. Donc, si j'ai bien compris, on va pouvoir te consulter de manière privée. Ça fait un cadeau de plus. Ce ne sera pas une consultation. Normalement, mes consultations, je les fais par Zoom. Ce sera un document enregistré. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de travail et que je gère mon planning en fonction de ma charge de travail. Et donc, ce sera un document que j'enregistrerai en MP3 et que j'enverrai à la personne. Comme ça, elle l'a en support et elle peut le réécouter quand elle veut. Bon, bah c'est super. Alors, on a encore un gros cadeau aussi qui va suivre, mais ça, c'est encore une fois en toute fin d'émission, pour récompenser ceux qui nous suivent jusqu'à la fin. Au niveau du relationnel, justement, quand on a des récurrences, des redondances, des problèmes, est-ce que c'est karmique? Est-ce que déjà c'est une fatalité et on peut pas s'en passer jusqu'à la fin de notre vie? Ou est-ce qu'éventuellement on peut transmuter tout ça avec les chiffres et avec la numérologie karmique? Comme je viens de le faire pour votre thème professionnel, on peut aussi le faire pour une relation quelle qu'elle soit.
comprendre pourquoi on s'est pas piffé son patron, comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec notre copain ou notre copine. Avant le karmique, il y a le transgénérationnel. C'est-à-dire que la première influence que va exercer l'extérieur sur nous, c'est l'influence transgénérationnelle. Il y a plusieurs étapes dans le développement personnel. Ça, je l'ai compris il y a quelques années, c'est-à-dire que je l'expliquais en début d'émission, mes capacités se sont développées petit à petit et se développent encore d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de choses comme du contact avec les décédés, etc. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, j'en ai encore parlé hier durant un live, parce qu'il y a des choses en fait que j'ai mises derrière parce qu'elles ne me convenaient plus. La voyance notamment. Mais j'ai compris récemment, enfin il y a quelques années, que avant d'aller s'intéresser au karma, il faut s'intéresser au transgénérationnel. Souvent, les karmas et les transgénérationnels sont suffisamment reliés que pour pouvoir comprendre que si l'âme est revenue dans telle famille avec telle influence transgénérationnelle, c'est parce qu'il y a un karma derrière qu'elle peut nettoyer à travers ça. Mais l'influence familiale, c'est la toute première influence qu'on va recevoir quand on vient au monde. Donc, inévitablement, c'est la première à travailler, ou à comprendre du moins. Après viennent le karma, et puis après viennent, l'expérience de vie, et puis viennent les karmas. Si ma première relation amoureuse est une relation qui m'a laissé un goût amer parce que je me suis fait trahir par mon copain ou ma copine, je vais développer une peur de la trahison, qui n'est pas ni forcément karmique, ni forcément transgénérationnelle. Elle est d'abord due à ma relation qui s'est mal passée. Ça, c'est une chose à comprendre, c'est que toutes les relations, bien qu'elles soient jamais liées au hasard, que toutes les relations ne sont pas forcément karmiques. Il y a des personnes qu'on rencontre pour la toute première fois de notre histoire de vie, et jamais vie au pluriel, parce que on est prêt maintenant à ce que cette personne arrive dans notre vie et nous apporte de la nouveauté, ou nous permette de comprendre des choses que depuis longtemps, on n'a pas compris. On peut avoir des relations karmiques positives aussi. Alors moi, je pars du principe assez manichéen que... Quand c'est karmique, ça pique, c'est ça? Ouais. Non, c'est que tout est positif comme tout est négatif, en même temps. C'est-à-dire qu'une peur est un outil. Si j'ai peur des chiens, je ne vais pas aller travailler dans un chenil. C'est un outil. Par contre, si j'ai peur des chiens, je n'aurai jamais de chiens et peut-être que j'irai jamais voir des gens qui ont des chiens et donc je me ferme à certaines relations. Ça devient un frein. Donc tout est frein et moteur en même temps. Il y a du karma positif, il n'y a pas de dette karmique. Comment fonctionne le karma? Il fonctionne sur la base du triangle de Karpman. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme, elle évolue grâce aux émotions. Les émotions qu'elle enregistre au travers de toutes les expériences qu'elle vit vont être parfois difficiles à vivre et à garder pour elle. Et donc, elle va essayer de les neutraliser ou de les positiver dans d'autres expériences de vie, soit dans la même vie, soit dans une autre. C'est important de comprendre que je vais vivre 3 fois la même situation. On dit souvent que quand une situation n'est pas comprise, on la revit, mais on va la vivre 3 fois sous 3 aspects différents. Le bourreau, le sauveur et la victime. Je suis victime, je me fais par exemple harceler par quelqu'un. Je vais enregistrer une émotion par rapport à ça. Ensuite, je vais aider une personne ou être spectateur d'une personne proche ou pas proche qui, elle aussi, se fait harceler. Je vais pouvoir avoir une autre vision et une autre émotion. Ensuite, je vais être le harceleur. J'ai une autre émotion, une autre vision des choses. Et c'est ça le karma. Tout ça dans la même vie? Non, pas forcément. Ah oui. C'est soit dans la même vie, soit dans plusieurs. Souvent, c'est dans plusieurs. Oui. Maintenant, il faut savoir que une fois que la vie est terminée, on parle beaucoup du jugement dernier, mais ce jugement, c'est nous qui le faisons, qui y procédons. Et c'est-à-dire que nous, on va revivre certaines scènes de notre vie en étant presque dans la peau de la personne avec qui on a interagi pour ressentir l'émotion que la personne a ressentie au moment de l'interaction. Et cette personne, elle, à la fin de sa vie, fera le même travail. Donc ce processus d'évolution, il va permettre de nettoyer des karmas qui traînent parfois depuis de nombreuses années. Alors l'âme, elle choisit des cycles d'incarnation, c'est-à-dire qu'elle va choisir 8, 10 vies, durant lesquelles elle va choisir d'être un homme ou une femme, de travailler pendant ces vies, par exemple, la peur de la trahison. Alors certes, il y aura des expériences qui vont réveiller cette peur. Elle va être réveillée par l'expérience de vie. Donc dans une relation, il faut d'abord considérer l'expérience de vie, puis le transgénérationnel, puis le karmique, quelle que soit la relation. Dans une situation qu'on vit, par exemple au boulot, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on se sent exploité, on n'est pas payé à sa juste valeur. Eh bien, il faut essayer de comprendre si dans notre histoire familiale, ça a déjà été vécu, avec quel ancêtre on a un lien, et ça l'a sans doute été, parce qu'il y a eu des époques où au niveau travail, c'était vachement moins cool que maintenant. Et puis une fois que c'est fait, on peut aller chercher les karmas.
Et en fait, ces trois aspects du travail vont permettre vraiment de travailler en profondeur, d'aller nettoyer vraiment des scories qui restent en nous. Et ce qui est vraiment chouette, et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'aujourd'hui, on a plus la possibilité de le faire qu'à l'époque. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'était jusqu'à plus ou moins les années 80. Malheureusement, il y a eu l'apparition du New Age, mais au-delà de ça, avant les années 80, il y avait parfois un guérisseur par village, mais le guérisseur se contentait souvent de manipuler, c'était le C'était le rebouteux, rebouteux, oui. ouais, et il donnait pas forcément des informations. Maintenant, on a accès à vraiment une source illimitée d'informations. Il faut juste faire attention vers quelles informations vous allez. Pourquoi? Parce qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui. Il y a malheureusement, et j'en parle là encore assez régulièrement dans mes vidéos, il y a certains praticiens qui ne savent pas toujours de quoi ils parlent. Je ne vais pas citer non parce que c'est pas le but, mais je sais que parfois il y a des gens qui se lancent en se disant ben voilà, je sais tirer les cartes, mais parfois ces personnes donnent des informations et ne savent pas en fait donner l'outil qui va avec pour que la personne puisse le nettoyer. Et donc ça peut perturber les patients. Mais au-delà de ça, ça devient assez anecdotique et rare. Au-delà de ça, on vit à une époque formidable parce qu'il y a de plus en plus de méthodes qui existent, de livres, il y a de plus en plus de vidéos, il y a de plus en plus de méditation, il y a de plus en plus de praticiens qui sont vraiment dans le cœur et qui font vraiment ça pour aider les autres. Et donc, je pense qu'on a vraiment accès à une multitude d'outils de résolution et qu'il ne faut pas se priver d'y aller, quoi. Il y a une grande ouverture, c'est vrai que c'est en train de se démocratiser, même s'il y a des freins de part et d'autre qu'on peut constater encore. Et puis des charlatans. Et ouais. Ah, ça, il y en a aussi. Et on a été nous-mêmes confrontés à certaines épreuves récemment. Ils sont importants, les charlatans. Je les remercie presque, les charlatans. Alors attention, parce que ce que moi je dis toujours, c'est qu'on tient la vie des gens entre les mains quand même. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, à l'issue d'une consultation ou d'un travail, pourraient malheureusement commettre l'impensable parce qu'elles n'ont pas été bien accueillies ou elles n'ont pas reçu les bonnes informations ou les bons outils. Donc il faut faire attention. Moi je dis toujours, il faut ressentir son praticien. Il m'arrive de dire à certaines personnes, je ne pense pas être ton praticien, va trouver quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que mon travail est un peu spécifique et on m'a souvent dit que j'étais le dernier recours. C'est-à-dire que quand on vient chez moi, c'est parce que les autres praticiens n'ont pas pu aider. J'aime pas trop ça parce que ça fait une attente assez forte. Mais il n'en reste pas moins qu'il m'arrive de dire aux gens, je ne suis peut-être pas ton praticien, je te conseille d'aller voir telle personne. Quand on va faire une formation, certaines personnes m'écrivent en disant, je me suis inscrit à une formation Reiki, je suis pas à l'aise là-bas, je me sens pas bien, mais j'ai payé, donc j'ai fait. Je fais, non, tu dois partir de là. Parce que si tu n'es pas bien, non seulement tu vas pas ressentir les bienfaits de la formation, tu vas créer un blocage ou te fermer. Et c'est de négocier en disant, désolé, c'est pas à ma place, est-ce que je peux obtenir un remboursement éventuel? Et c'est pareil avec les praticiens. Si quand on va chez un praticien, moi, il y a des gens qui ne me sentent pas parce que je fais des vidéos et que dans mes vidéos, ils n'aiment pas tous. Parce qu'il y a une sorcière derrière toi, c'est pour ça, David. Et j'en ai une devant moi et j'en ai une là-bas, j'en ai plein partout. Pourquoi d'ailleurs? Les sorcières, alors ça, c'est les sorcières de ma compagne. On avait enlevé quand les enfants étaient petites parce qu'elles n'aimaient pas trop. Et qu'on les ressorti, du grenier parce que ce sont des protectrices, les sorcières. Quand tu achètes une sorcière quelque part ou que tu reçois une sorcière, tu l'installes et c'est elle qui choisit sa place. Et une fois qu'elle a choisi sa place, on ne peut plus la bouger normalement. Par exemple, on a pendu une sorcière là-bas au plafond, elle a tourné 2 ou 3 fois avant de se stabiliser, mais on la bouge plus. Et en fait, la direction dans laquelle elle va regarder, elle va créer un mur énergétique d'une certaine manière qui génère une protection. Alors celle-là, je l'aime bien parce que elle a tourné toute seule, elle regardait d'abord dans l'autre sens et je ne sais pour quelle raison, elle a tourné dans l'autre et dans l'autre, j'ai juste un cimetière, tu vois. Donc elle fait comme une sorte de protection face au cimetière. Oui, ça pourrait susciter certaines peurs chez certaines personnes. Bon, on parlait de New Age tout à l'heure, mais oui. Effectivement, moi je vois ça comme une insulte récurrente qu'un camp se jette à l'autre. Parce qu'on a des camps dans la spiritualité aussi, hélas, malheureusement, on vous apprend rien. Hein. La dualité, c'est aussi dans le monde du développement personnel. Et j'allais dire d'ailleurs, tous ces paramètres, tous ces critères karmiques, d'aucuns les bousculent d'un revers de la main en disant, comme Arwen de la Réau, hein, qu'on a reçu, qui est la marraine de notre saison 3, en disant mais tout ça c'est du bullshit les amis, reprenez votre souveraineté, rappelez-vous de qui vous êtes, récupérez votre divinité et tout ça n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord d'une certaine manière mais peut-être pas de la même manière, c'est-à-dire que j'ai écouté un peu Arwen parce que j'ai une amie qui m'a conseillé de l'écouter, j'ai pas accroché. Notre incarnation ici a pour but de nous reconnaître, de nous reconnecter aussi à notre essence, à qui on est vraiment. Pour ça, il faut lever des blocages. Reprendre sa souveraineté, c'est primordial.
Je le disais tout à l'heure, le karma n'existe que dans la 3D. Et s'il existe dans la 3D, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il est utile pour pouvoir aller vers la 4D. Donc, j'ai mis longtemps à croire. J'ai une histoire, en fait, qui m'a fait croire ce que je racontais. C'est-à-dire qu'au départ, je parlais beaucoup au conditionnel. Un jour, je reçois un homme sur Zoom et je lui donne des informations. Je lui dis, voilà, dans une précédente incarnation, ton âme a vécu à tel endroit, avec une adresse. On me montre un visage, c'était toi. Tu étais décédé assez jeune, malheureusement, et je décris ce visage. Et je fais ma consultation, naturellement et normalement, en lui décrivant cette autre incarnation, le pays dans lequel ça s'est passé. Donc l'adresse, je décris la maison, je décris le corps dans lequel son âme habitait à l'époque. Très étonnamment, il était né pas très longtemps après la mort de ce gamin. Il n'était pas très vieux, donc un jour il s'est dit, ben, je vais y partir. J'ai une adresse, j'y vais. Il s'est retrouvé devant la maison comme je l'ai décrite. Il a frappé à la porte. Une dame l'a accueilli. Il a senti dans les yeux un air de famille. Il la connaissait pas, il parlait même pas leur langue, c'était en Irlande. Et il venait de France. Elle l'a accueilli chez elle, elle ne savait pas pourquoi. Elle le faisait entrer chez elle. Sur la cheminée, il y avait une photo d'un père, d'une mère, d'une sœur et d'un petit garçon. Quand il a vu le petit garçon, il a fondu en larmes, c'était la description que j'en avais faite. Tu peux pas inventer ça. Pour là, j'ai dit à mes guides, je ne veux plus ça. J'ai dit ça à mes guides parce que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que chacun son chemin de vie, mais cet homme a tout plaqué. Femme, enfant, travail, pour partir vivre là-bas auprès de son ancienne famille. C'était un choix qu'il a fait, mais à l'époque, j'ai dit à mes guides, je ne veux plus autant de précision parce que ça peut être toxique ou ça peut être néfaste pour des autres vies. Il y a une grosse responsabilité. Hein. C'est une très, très grosse responsabilité. Donc, il m'arrive parfois d'avoir encore des descriptions de maison. Je vois toujours le personnage dans lequel l'âme était incarnée à l'époque, mais parfois, c'est très flou. C'est comme si, en avant-plan, j'avais le personnage et derrière, c'était flouté. Comme si, voilà, j'ai demandé à mes guides de fermer, on va dire, certaines options. Et de là, j'ai commencé à forcément et fortement croire à ce karma. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de gens font de l'hypnose dite régressive spirituelle. Il faut savoir que l'inconscient travaille sous forme de métaphores. Par exemple, il va métaphoriser une blessure d'enfance telle qu'un abus, par exemple, en montrant une personne, par exemple un chevalier très preux, très pour la justice, très fort, qui ne se laisse abuser par personne. C'est comme ça que fonctionne l'inconscient. Donc il y a la métaphorisation inconsciente. Autrement dit, beaucoup de personnes pensent avoir des images d'une autre incarnation, alors que c'est simplement l'inconscient qui métaphorise quelque chose qu'il ne veut pas réveiller ou révéler pour que la personne ne soit pas perturbée. Je te donne un autre exemple. J'ai malheureusement un jour une dame à qui j'ai dit désolé, mais ce que je vois, je suis obligé de te le dire. Est-ce que je peux te le dire? Je demande toujours si je peux donner une information délicate. Elle me dit oui, je suis prête à tout entendre. Je lui dis ben, dans ta toute dernière incarnation, tu es décédé dans le train qui te menait à Auschwitz. Elle a fondu en larmes. Elle m'a dit je suis parti quasi tous les ans à Auschwitz comme si je rentrais chez moi, un chez moi où je ne pouvais pas aller. Mais parallèlement, j'ai une phobie des trains depuis que je suis petite. Et surtout une phobie de l'étouffement parce que elle était morte étouffée dans ce train. Et ça l'a libérée complètement. Donc, à mon sens, les karmas existent vraiment parce que j'ai pu y assister. C'est pas une vérité personnelle, c'est une vérité, entre guillemets, universelle. Mais à mon sens, la lecture de vie antérieure, comme on appelle ça, ou l'hypnose régressive, ne doit être pratiquée que et uniquement que dans un but thérapeutique. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, tu as été boulanger dans une autre vie. C'est super, à quoi ça sert? Par contre, dire à cette personne, tu as été boulanger et malheureusement, ta boutique a été pillée et tu y es resté et c'est pour ça que tu as peur, par exemple, des incursions nocturnes, ça peut libérer la personne et lui permettre de, franchement, pouvoir avancer de manière fulgurante dans sa vie en étant libéré de ses peurs. Merci pour cet éclaircissement. Justement, quels sont les blocages les plus fréquents, selon toi, qui empêchent les gens de se libérer de ces schémas karmiques? La peur du manque, la peur de l'insécurité. Alors, il faut savoir que nous portons tous, absolument tous, toutes les peurs, mais elles n'ont pas, et toutes les blessures, mais elles n'ont pas la même influence sur tout le monde. Certains sont déterminés grâce à leur peur,
j'ai peur du manque, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour ne jamais en souffrir. Et d'autres vont se dire, oui, mais... Alors, c'est pas toujours conscientisé de la sorte, évidemment. D'autres vont se dire, oui, mais si je fais ça, ça va pas aller, et là, j'ai un bon boulot, mais même si je l'aime pas, au moins, je peux payer mon loyer. Voilà, ils vont être guidés par leur peur, mais de manière différente. Et puis, en fonction de leur thème de naissance, leur caractère, ce qu'on appelle l'épigénétique aussi, ils vont pas avoir la même influence que les autres. La peur du manque, on la porte inévitablement tous, la peur de l'insécurité, la peur de mal faire, la peur de la solitude, et alors la blessure d'amour et la blessure d'humiliation. C'est ce qui ressort le plus dans les peurs et blessures influentes, qui exercent vraiment une influence sur les gens. Tu fais aussi le lien dans cette numérologie chrysalide avec, avec le soin. On a déjà une petite approche aussi avec le soin, avec les chiffres, avec différents organes, différentes parties du corps. Ça, je crois l'avoir jamais vu dans aucune numérologie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ça, j'ai reçu, et c'est encore en cours. C'est-à-dire que je reçois les informations de manière médiumnique, comme je le disais, souvent pendant mes formations en consultation. C'est bien expliqué dans la formation et dans l'oracle, mais quand je reçois l'information, je la note toujours. Et en fait, on m'a montré que, par exemple, le chiffre 2 symbolise tous les organes doubles dans le corps. Alors, quasi tout le corps est en symétrie, mais je parle d'organes majeurs, donc les reins, les poumons. Le 1, ça symbolise la colonne vertébrale. Le 3, ça symbolise le cœur. Et en fait, il y a plusieurs chiffres comme ça, mais je reçois encore, par exemple, pour, je ne sais plus quel chiffre j'ai reçu récemment, qui symbolisait la thyroïde, je crois que c'était le 34, si je ne m'abuse, qui n'est pas dans le livret de l'oracle ni dans la formation, puisque je l'ai reçu bien après. Et ce sont des informations qui permettent quoi? Qui permettent de comprendre, comme on sait que, par exemple, les Gémeaux, je suis Gémeaux, ont des fragilités au poumon. Ben, on peut savoir aussi que les personnes dont le 2 est très présent dans le thème doivent faire attention, par exemple, à leurs organes doubles et surtout aux reins et aux poumons. Donc voilà, et ça leur permet peut-être de mieux traiter leur corps, de peut-être faire le nécessaire pour que leurs poumons ne soient pas encrassés, ce qui n'est malheureusement pas mon cas, de faire le nécessaire pour que les reins ne se fatiguent pas, etc. Donc c'est à ça que ça sert à la base. Merci pour ces précisions et tu l'as évoqué très rapidement et très modestement, donc on va pas se priver aussi d'en parler. Tu nous as offert l'oracle de la numérologie karmique. Alors est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est un support? Est-ce qu'on peut tirer une carte, tiens, pour ceux qui nous écoutent là, pendant cette émission? Je t'en prie, fais-toi plaisir. Alors, je vous montre déjà la boîte. Je sais pas si c'est... L'oracle de la numérologie karmique, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Tamara est en train de tenir l'oracle en question. Et du coup, c'est moi la main innocente? Roulement de tambour. Elle va tirer une carte pour vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, bien entendu, pour l'énergie qui vous concerne tout de suite, pendant que vous nous écoutez, que vous nous regardez. Allez, on est tombé sur la création. Je peux dire quelque chose ou... Ah bah oui, c'est ce qu'on attend, ton interprétation. Et c'est d'ailleurs, il y a un petit livret qui est fourni avec. La création. La création, sur la carte, il y a des pinceaux dans un pot, plein de couleurs. Mais la création, j'en ai parlé tout à l'heure, elle revêt plusieurs aspects. Mais ce que j'ai envie de dire, si cette carte sort, c'est toi qui nous écoutes, n'oublie pas que tu es un être créateur et que tu n'as absolument aucune obligation de subir ta vie. Tu peux créer la vie que tu as envie de vivre. Et pour créer la vie que tu as envie de vivre, il faut commencer par savoir quelle vie tu as envie de vivre, parce qu'en fait, beaucoup de gens savent ce qu'ils ne veulent plus, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Aussitôt que tu commences à savoir ce que tu as envie de vivre, il est important de savoir quelles étapes il faut mettre en place pour pouvoir aller vers ce que tu veux vivre. Parce que tu es un être créateur, ça veut dire que, comme je l'explique aussi dans le livre qui a été montré tout à l'heure, par principe de résonance, tout ce que tu rayonnes, tu l'attires à toi. C'est un peu comme le Wi-Fi. Tu ne peux pas te connecter au Wi-Fi avec un appareil qui n'est pas équipé Wi-Fi. Eh bien, c'est la même chose avec ton énergie. Tu ne peux pas changer de travail si tu ne te crois pas soit capable, soit prêt à changer de travail. Être un être créateur, ça veut dire que tu as le pouvoir, la capacité de faire quasi tout ce que tu as envie de faire. Évidemment, il y a parfois des difficultés à faire certaines choses à un certain âge. On ne peut pas forcément, comme cette dame qui a pu réaliser ce rêve, devenir danseuse étoile à 80 ans. Pas tout le monde. Mais il y a des choses qui sont facilement à ta portée. Et j'aime bien cette phrase que je lis parfois sur les réseaux. Rien ne t'empêche de bouger, tu n'es pas un arbre. Donc tu peux créer ta vie comme tu l'entends. La seule chose que je le répète, est parce que c'est vraiment primordial. Il faut d'abord savoir ce que tu veux
pour savoir comment le mettre en place, parce que certains chemins sont intéressants et vont permettre de définir le but qu'on veut atteindre, mais c'est souvent quand on sait quel but atteindre qu'on commence à savoir quel chemin arpenter. Merci David. Vous nous avez écoutés, suivis, regardez jusqu'à la fin, donc le cadeau, on vous le donne maintenant. Il s'agit d'un jeu concours offert par les éditions Très Daniel, qu'on remercie encore au passage. La date limite de participation, c'est avant le 21 mars 2025, le tirage au sort. Vous avez 3 formations gratuites, entièrement gratuites, à choisir sur tout le catalogue Très Daniel Formation. On vous met l'adresse internet dans la description, donc trédaniel-formation.com pour ceux qui nous écoutent sur les podcasts. Et bien entendu, 20 oracles à gagner. Ils sont généreux, hein. 20 de tes oracles, la numérologie karmique, qui seront mis à votre disposition. Donc, il suffit de laisser votre adresse mail dans le lien qui est, encore une fois, mis sur notre site, dans les mails. Si vous êtes inscrit sur notre newsletter, alors n'hésitez pas à aller sur abdessine.com pour vous inscrire, ou directement dans la description, ou éventuellement, je mettrai un lien aussi en haut sur la vidéo. 31 clés pour activer la loi de l'attraction, un guide pratique avec 8 talismans d'abondance, on le rappelle, David Mogiel, c'est ton nouvel ouvrage, et bien entendu, la formation, la fameuse avec 30% de réduction immédiate. C'est notre premier sponsoring, Tamara. C'est notre premier partenariat. On n'en aura peut-être pas d'autres, hein, finalement. C'est vrai qu'on aime notre indépendance et puis on l'a vu aussi dans nos chiffres. C'est écrit autant pour toi que pour moi, hein, ce besoin aussi de liberté et d'indépendance qui est très présent dans ton thème comme dans le mien. C'était cependant très plaisant de recevoir David. Oui. On a appris nous-mêmes beaucoup de choses en suivant ta formation et dans cette entrevue. Donc merci à toi d'avoir répondu à nos questions. En toute transparence, on a joué le jeu nous aussi. À suivre. Ouais, je peux encore faire une petite précision. Bien sûr. Je suis hyper actif sur les réseaux où je partage beaucoup de conseils. Je fais des vidéos qui sont parfois appréciées, parfois pas. Je n'ai pas la langue dans ma poche et c'est vrai qu'il m'arrive parfois de dire des choses qui peuvent paraître un peu, peut-être pas brutales, mais qui peuvent paraître un peu interrogeantes parce que ça fait de nombreuses années que je suis dans ce domaine, plus de 30 ans, et que j'ai observé petit à petit ce domaine un petit peu se gangréner. J'ai fait des erreurs aussi dans ma vie, comme tout le monde, je suis humain. Sur les réseaux, je partage parfois des conseils, des vidéos sur le livre et l'oracle. J'ai aussi fait des formations par Zoom qui sont disponibles pour les personnes qui veulent apprendre l'oracle d'une manière différente ou savoir comment utiliser le livre. Elles sont disponibles sur mon site. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est au-delà du fait que vous êtes un être créateur, n'oubliez pas que quand on fait quelque chose, on démarre tous quelque part, on débute tous quelque part. Quand j'ai commencé, il m'a fallu apprendre le tarot de Marseille pendant 2 ans avant de pouvoir le pratiquer pleinement. C'était mon envie, je voulais pas me lancer sans vraiment connaître les arcanes du tarot. Donc si ça va pas, c'est pas grave. Ça arrivera un moment ou un autre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc voilà. Et je vous remercie à tous les deux de m'avoir accueilli, j'ai trouvé ça super sympa. Merci aussi de m'avoir fait confiance et à Très Daniel de m'avoir fait confiance, puisque je suis votre premier Kobe de votre partenariat. N'oubliez pas non plus, vous deux, que vous savez maintenant que vous avez besoin de votre indépendance et vous pouvez poser vos limites aussi dans vos partenariats en disant, voilà, nous on est OK, mais on veut pas faire ça, on veut pas faire ça. Ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Ah oui, et puis d'autant plus que là, c'est un partenariat éthique, comme on vous l'avait précisé en amont. On a des centaines de propositions. Le diable a tapé à la porte, hein, oui. Clairement. Hein. Et puis alors du Zara, du Lacoste, du NordVPN, des jeux dans le multivers aussi. Notre âme au moins 15 fois. Hein, du trading. Mais ils ciblent n'importe comment, hein, de vous à moi. Ils en ont rien à foutre et ils envoient des offres. Des vues, hein. Oui, voilà, ouais, tout simplement. Et alors encore une fois, on est fiers et contents de travailler avec les éditions Très Daniel. Voilà, maintenant, on aime bien notre indépendance aussi. On perdurera aussi de ce côté-là, je pense, et on réitérera peut-être l'expérience avec Fabienne, qui ont fait un petit coucou au passage. Et encore une fois, merci à vous deux d'avoir été présents. www.abdessine.com, vous connaissez l'endroit pour les rendez-vous quantiques et holistiques. On se dit à très bientôt. Ciao, bye.